Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Le Pompon, le podcast qui s'intéresse au parcours atypique et inspirant des entreprenantes et entreprenants du Sud-Ouest. Je suis Théo Robache, animateur d'événements et de médias, entrepreneur soucieux du bonheur des autres, désireux d'aller à la rencontre de profils épatants pour vous partager leurs histoires. Au travers de ces rencontres, j'aime comprendre cette vibration si créatrice, si inspirante, si porteuse qui anime mes invités. Ce podcast est un mélange de découvertes d'univers, de conseils assimilés à du développement personnel, d'inspiration, de partage d'une vision de la vie plus apaisée et positive. Alors j'espère profondément que ces témoignages pourront vous inspirer. Et donc voilà, ton métier, c'est d'être toujours dans une phase de savoir s'adapter. Et je répète vraiment ce mot de résilience, qui pour moi est vraiment le mot qui illustre plus l'entrepreneuriat, parce qu'il faut toujours trouver la bonne solution pour ton équipe, pour tes clients, pour la vie de ton entreprise et la survie parfois de ton entreprise. Et pour rester dans le milieu du numérique, Jérôme a fait preuve de résilience. Lui, qui a commencé à travailler aux prémices d'Internet, a connu la bulle Internet de 2001 qui aurait pu lui faire changer de voie. Passionné par la compréhension de l'informatique et quelques années plus tard, ses bénéfices pour la santé, il devient rapidement un spécialiste de la santé numérique en France. D'Interaction Healthcare à Sim4Health, il crée des structures pour accompagner le plus grand nombre à se former dans la santé grâce au numérique. Dans cet épisode, on parle de passion, de la French Tech, de rencontres évidemment, de résilience, de sport avec tous ses parallèles avec l'entrepreneuriat ou encore d'infobésité. Lui qui fait depuis 12 ans une veille de son secteur sur les réseaux sociaux, prend le temps de me partager son parcours en toute authenticité. Alors je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute. C'est parti. Bonjour Jérôme. Salut Théo. Merci de me recevoir ici dans tes bureaux. Ouais, on est bien, hein. On est bien, ouais. Très content de revenir. J'ai déjà dit, on a déjà fait une interview ensemble il y a quelques temps, pour ne pas dire années maintenant. Ouais, c'est vrai, ça fait crois, quelques années. Ouais. Ouais, quand même. Au même endroit, pour le coup, pour Place Eco. Et là, quelques années plus tard, comme les choses vont évoluer et qu'on échange, et que je suis très content de te recevoir sur le Pompon, et ben on va faire une interview ensemble pour ce podcast, le Pompon. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Jérôme Leleu, je suis le fondateur de 2 sociétés dans le domaine de la santé numérique qui s'appellent donc Interaction Healthcare, que j'ai lancé donc en 2008 avec le soutien et l'aide de Daniel Villedieu, qui est toujours dans l'aventure, qui a une carrière incroyable dans le domaine de la santé. Peut-être qu'on va en reparler dans quelques minutes. Donc que j'ai lancé donc à Paris et également en Normandie, où je suis originaire. Ouais. Et puis il y a maintenant 11 ans, je me suis installé dans cette belle région du Sud-Ouest, donc à Bordeaux, avec ma femme et mes enfants. Et c'était une terre d'accueil incroyable. Et ça m'a donné envie, comme entrepreneur, de continuer l'aventure et donc d'être toujours dans le secteur de l'e-santé, mais là avec un focus sur Sim4Health, donc la deuxième entité qui est spécialisée dans la formation des pros de santé par la simulation numérique, qu'on a lancé donc en 2015-2016, et qui s'est pas mal développé, et voilà, donc on est très heureux. Donc je continue à co-animer ces deux entreprises avec des super équipes, et maintenant moi je suis installé à Bordeaux, et puis on a aussi des bureaux à Paris Santé Campus, parce que moi j'ai toujours prôné cet axe important entre Bordeaux et Paris, et bien sûr les autres régions de France, mais je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de partage à avoir. Ouais. Et on va revenir sur tout ça, évidemment. Tu voulais faire quoi quand tu étais petit ? Alors, c'est marrant parce que, comme je te l'ai dit, forcément, je prépare, y compris les podcasts, je prépare mes rendez-vous. Mais j'ai écouté celui d'Alexandre dernièrement. Alexandre Lingue, de Tudigo, qui était très sympa. Merci. Que je salue. Et c'est vrai que cette question, en fait, on se la pose toujours, qu'est-ce qu'on veut faire petit ? Alors c'est vrai que au-delà de tous les métiers un petit peu plus classiques, notamment avec Indiana Jones, où tu sors du cinéma, tu veux être archéologue, assez rapidement, en fait, dès l'âge de 12-13 ans, en fait, moi j'ai toujours été un grand fan de
Alors on parle de technologie maintenant, mais toi d'informatique. J'ai réussi à m'acheter avec l'aide de mes parents, mais j'avais aussi essayé de trouver des petites solutions pour récupérer un petit peu d'argent et m'acheter mon premier Amstrad CPC 6128. J'insiste bien, parce que j'ai eu dernièrement une interview, on m'a dit que j'avais commencé sur un Atari, et là j'ai forcément perdu plusieurs amis. Mais plus sérieusement, voilà, j'ai toujours été, toi, moi je suis né donc en 73, donc je fête mes 50 ans cette année. Oh là là, joyeux anniversaire, je sais pas quand c'est exactement. C'était en début d'année, mais tu vois, d'accord. Avec la Coupe du Monde, toi, ça a été la continuité. Exactement. C'était une belle année d'anniversaire. Mais, et donc voilà, donc, tu vois, 73, 10-12 ans, c'est 83-85, et c'est le monde en fait de l'informatique personnelle. C'est toute cette génération là, d'Amstrad, de Commodore, d'Atari, et je suis né avec ça, et j'ai rejoint en fait des premiers clubs d'informatique. Et c'est là où en fait, Théo, pour répondre à ta question, c'est que assez rapidement, sans que ça soit très clair, je me dis j'ai envie de travailler dans l'informatique à l'époque. C'est vrai que ça fait un peu vieux maintenant, mais c'était ça. En fait, c'était un monde où tu montais tes ordinateurs, et donc j'ai plein de copains qu'on a réussi à fédérer. À l'époque, c'était dans ce qu'on appelle les MJC, donc tu vois, les maisons de culture, jeunesse et de culture. Ça existe encore, ça, non? Et je crois que ça existe encore. MJC, ça me parle quand même, ça va. Et voilà, et donc j'avais envie de créer quelque chose dans ce monde-là, en me disant mais en fait c'est super. Et donc moi j'avais commencé un petit peu à coder tout ça avec des copains, et puis je me suis rendu compte en fait que ce que j'aimais faire, c'était rassembler des personnes qui avaient des différentes compétences. Donc on avait des graphistes, on avait des développeurs, et je me suis dit ça peut être sympa. Donc tu vois, je vais pas te dire voilà, archéologue qui était vraiment toi l'image que tu peux avoir quand t'as les 7-8 ans, et puis celui qui se dessine en se disant là il y a quelque chose dans l'entrepreneuriat, tu vois, c'est pas des mots que tu avais à l'âge de 12, 13, 14 ans, y compris à l'époque, mais une sensation de se dire, il y a quelque chose qui peut être fait. Et c'est ce qui me fait dire, toi, maintenant, avec cet âge canonique. Cet âge très avancé. On se connaît un peu, je me permets. Et tu vois, de me dire, en fait, voilà, toi, ça fait presque 25 ans, quoi, toi, j'entreprends. Et je me dis, en fait, Théo, je le dis souvent à mes enfants, quoi, je fais le métier que j'aime, le métier que j'ai toujours rêvé, toi. En étant gamin, donc ça répond à ta question, et je trouve ça super, quoi, de se dire que en fait ce que j'imaginais dans ma chambre avec l'ordinateur que je rallumais des fois la nuit pour essayer de coder ou faire des jeux aussi, bien sûr, à l'époque, les copies de jeux sur disquette et autres, mais voilà, donc tu vois, c'était cet univers qui m'a beaucoup bercé et qui m'a donné envie de travailler dans ce domaine. Et c'est marrant parce que tu parles de métier d'entrepreneur. C'est un métier pour toi, être entrepreneur? Enfin, justement, pardon, c'est un métier pour toi, entrepreneur? Alors, je ne sais pas si c'est un métier, mais comme tout métier, tu développes des compétences. Et je pense que être entrepreneur, c'est avoir quelques compétences qui vont permettre de faire aboutir un projet. Et donc, même si toi l'analogie elle est un peu éloignée, mais tu as des métiers par exemple comme chef cuistot qui va être super, parce qu'en fait tu vas en fait essayer de réunir toute une équipe pour créer quelque chose qui doit être bon. Et donc forcément c'est plein de compétences que tu vas réunir. Et donc je pense que l'entrepreneuriat, forcément, c'est beaucoup plus poliforme parce que tu as plein de types d'entrepreneuriat, mais je pense que c'est un vrai métier, et surtout d'essayer d'isoler quelques compétences ou qualités qui permettent de faire ce beau métier. Et tu mettrais une différence entre entrepreneur et chef d'entreprise? Là, il aurait fait que je bosse les questions. Non, celle-ci, elle n'était pas préparée, donc toi, ça a été compliqué de la travailler. C'est ça je trouve que c'est plutôt très sympa dans ton format. C'est au contraire cet échange qui permet d'être se poser les bonnes questions. C'est vrai que, tu vois, peut-être que tu vois, le terme d'entrepreneur, là, toi, en 25 ans, on plaisante sur mon âge, mais même si à 50 ans, on reste très jeune. Il y a encore plein de choses à faire. Mais plus sérieusement, tu vois, je trouve que le terme de chef d'entreprise est peut-être connoté par rapport à une typologie d'entreprise, de PME, donc tu vois, le côté chef d'entreprise. Un peu lourd. Peut-être un peu lourd. Et c'est vrai que le mot entrepreneur,
l'entrepreneuriat, qui est maintenant même un terme qui est utilisé aussi à l'étranger, parce que c'est sa base française, mais c'est vraiment être entrepreneur. Entrepreneur is a French word. Voilà, comme on entend parfois. Exactement. Donc, et donc forcément, on essaie de faire une définition sur un terme qui, depuis 10-15 ans, est très utilisé, mais qui n'était pas avant. Et donc voilà. Donc, est-ce que c'est un métier ? Je sais pas, mais je sais que c'est le mien et je trouve que c'est très beau. Ok, ça marche. Moi, je le vois plutôt comme une philosophie. C'est pour ça que je te posais la question. Toi, entreprendre, la façon d'activer des choses, ou en tout cas d'imaginer des choses, de créer. Enfin bon, voilà. Je ferme cette première parenthèse. Donc, tu te diriges vers ce métier-là, en tout cas. Et comment tu vois les choses alors ? Parce que tu évolues effectivement en créant. Tu l'as dit, tu codes déjà à 12 ans. Tu as fondé un club d'informatique au collège, si je dis pas de bêtises. Donc vraiment, tu vas à fond là-dedans. Et donc, tu évolues avec. Alors, est-ce qu'au fil des années, collège, lycée, après le début de tes études, tu continues de te dire, ouais, je veux toujours faire ça, en tout cas travailler dans l'informatique, être entrepreneur. Comment ta réflexion évolue ? Ouais. En fait, tu vois, comme quoi c'est toujours riche de ce type de podcast et forcément le pompon en premier. C'est que tu parles de philosophie, en fait, avant de créer donc, des boîtes. Moi, j'ai eu un parcours aussi, là aussi, entrepreneur, mais dans la moto. Ouais, okay. Moi j'étais un fan de moto grâce à mon cousin qui m'avait initié très petit sur la moto et donc j'ai créé un club. Donc moi je suis originaire de Normandie comme je t'ai dit, donc un joli port de pêche qui s'appelle Fécamp. Ah oui. Et donc là aussi tu vois, c'est pas de l'informatique. Mais on a commencé à créer un club avec des copains, on a fait des balades, puis on s'est dit tiens, ce serait sympa qu'on fasse des événements, tout ça. Et ça a fini, tu vois, on a organisé des fêtes de la moto jusqu'à, je crois que c'était 2500 motards qui étaient réunis, notamment sur ce qu'on appelle la descente au flambeau, mais notamment qui avait été initiée par mon cousin quasiment 15 ou 20 ans avant, et qui a été, tu vois, comme quoi, j'aime bien ton terme de philosophie, toi ça n'a rien à voir avec l'informatique, dans la mécanique, et pour mes amis qui me connaissent, ils savent très bien que je ne suis pas très bon mécanique, ni en travaux, enfin bon voilà. Ça nous fait un gros point commun alors. Exactement. Beaucoup de gens dans la tech sont un peu comme ça. Et voilà, et donc tu vois, donc en fait ça a contribué aussi à peut-être à me forger en fait cette approche qui est de me dire mon métier en fait, et alors bien sûr il doit être lié à un secteur qui me plaît, qui est celui de la technologie, mais tu vois, dans celui de la moto qui était vraiment ma passion et qui me l'est toujours, même si j'en pratique plus depuis pas mal de temps, mais voilà, et donc tu vois, dans mon parcours ça m'a vraiment plu, et puis quand j'ai commencé mes études, donc j'ai fait études de gestion et puis également école de commerce, et donc pour payer aussi ces nouveaux ordinateurs, il fallait aussi trouver des petits jobs. Donc j'ai fait. Alors à l'époque, tu n'avais pas de micro-entreprise, mais avec notamment mon ami Cédric Cheval, avec qui j'avais commencé un peu l'informatique quelques années plus tôt. Voilà, on essayait de trouver des solutions pour essayer de gagner un peu d'argent et s'acheter du matériel informatique. Ouais. Donc voilà, donc aussi, tu vois, continuer un peu à entreprendre. Et ça, toi, c'est la culture aussi que mes parents m'ont inculqué, on est voilà, plutôt une famille d'ouvriers. Ma mère était dans un métier de confection en fait, donc c'est pour ça, tu vois, quand tu vois souvent avec des costumes, voilà, elle faisait des costumes à façon, des robes à façon. Okay. Donc j'ai été élevé, tu vois, dans cet univers-là, et vraiment, tu vois, avec beaucoup de simplicité, mais de dire voilà, si tu veux quelque chose, Jérôme, bosse pour l'avoir. Alors ça peut paraître, toi, assez basique comme valeur, et je trouve qu'en fait c'est les valeurs les plus fortes, parce qu'en fait voilà, ça te motive à, lorsque tu es passionné par un sujet, aller jusqu'au bout, quoi. Ouais, ça fait le lien, et on parlait d'Alexandre parce que c'est un épisode assez récent, Alexandre Lingue, et justement il disait que lui aussi il a entrepris très tôt, et dès la cour de l'école il dealait, tu faisais du business en tout cas, et ce qu'il disait, parce que tu cites tes parents aussi, il disait que sa maman lui donnait pas d'argent de poche, mais était ok pour investir sur tout ce qui était culturel. Éducation. Donc, livres, etc., il n'y avait pas de souci, mais dès que c'était de l'argent de poche pour autre chose, c'était à lui d'aller gagner son argent. Donc c'est intéressant, comme tu dis, d'inculquer ces valeurs-là. Donc tu le dis, tu fais tes études, tu gardes cette partie-là, tu n'entreprends pas tout de suite à la sortie des études. Oui, en fait,
En fait, je suis rentré plus tôt de l'armée, comme beaucoup de gens. C'était vraiment la fin, en fait, les derniers mois et autres. Bon, et donc, j'ai fait mes classes et donc je suis rentré, tu vois, juste après. Donc, ce qu'il fallait pas faire, en fait. Tu vois. C'est un truc à pas faire, c'est bien les classes. Mais bon, c'était une belle expérience aussi humaine. Ouais. Et donc, je suis rentré, en fait, tu vois, en milieu d'année, et donc j'ai commencé en fait dans une entreprise toujours dans la tech en fait, donc à l'époque qui travaillait donc c'est le groupe Altitude qui est basé donc à Rouen, et qui travaillait en fait dans le domaine informatique, plutôt sur les compétences en ingénierie, système informatique, et assez rapide. Donc là je te resitue, on est en 94, 95, tu vois, donc le siècle dernier. Mais tu vois, il y avait déjà une structuration en fait du secteur. Ouais. Et donc j'ai proposé ma candidature, et donc au final on m'a dit écoute, tu vas rentrer dans des métiers un peu classiques, mais on a peut-être un projet à te proposer dans quelques mois. Et ce projet dans quelques mois, c'était le lancement d'Internet. Yes. Et qui était super, qui à l'époque s'appelait Normandnet, donc tu vois, très local. Le internet, mais très, naming, très on est bien, exactement. Il y avait Nornet à l'époque, enfin tu vois, il y avait tu vois, ce côté très très local, parce que forcément c'était une nouvelle approche. Et donc j'ai commencé vraiment ma carrière dans le développement et le déploiement en fait d'internet, notamment avec les grands groupes, notamment comme Carrefour, Auchan, pour essayer en fait de diffuser. Tu sais, à l'époque, c'était tu prenais ton accès à internet avec ce fameux modem 56K dont on se rappelle tous le petit bruit très sympa. Et donc tu avais des CD-ROM. C'est pour ça que je trouve que c'est intéressant de voir la technologie évoluer, et des choses qui te paraissent maintenant très simples en fait. Avant que ça arrive, il y avait ce type de support, et très lointain, alors que c'est pas si lointain. Et c'est pas si longtemps, parce que toi c'était il y a à peu près peut-être un petit peu moins de 30 ans. Ouais. Et ça a été une super expérience, parce que en fait il fallait tout construire. On était au tout début. Et ce qui était très drôle, c'est que cette boîte donc, qui a été créée par Jean-Paul Rivière, il y avait déjà des structures très bien développées, très professionnelles, des super locaux. Enfin, tu vois, la SS2I, comme on l'appelait à l'époque. Et puis ce côté entrepreneurial, en disant on va lancer quelque chose. Et là, il fallait tout prouver. Et donc, ça a été une expérience pendant 2 ans qui a été super. Et puis je me suis rendu compte en fait qu'il y avait peut-être quelque chose à faire dans le domaine du e-commerce, dans le domaine. Alors, je te parle, Théo, d'e-commerce, tu vois, on est en 97. Et là, je me dis, bon, il faut peut-être que je fasse une carrière. Donc là, j'avais des propositions peut-être pour rejoindre IBM, tout ça. Et il fallait que je choisisse en disant, ok, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je sens qu'il y a un truc à faire, mais un peu comme je faisais toi 10 ans avant, en disant, enfin 10-15 ans, allez, je suis en train de faire mon petit club, et peut-être que ça sera mon métier, mais je ne sais pas trop. Là, en fait, je me suis dit, ok, je me lance. Et en fait, j'avais donc déjà quelques personnes dans mon réseau, graphistes, développeurs. Et donc, j'ai créé ma première entreprise qui était donc une agence web à l'époque. Et là aussi, tu vois, quand on parle d'agence web aujourd'hui, c'est des métiers qui sont maintenant, ou des types de sociétés qui sont, ça fait partie maintenant des boîtes qui existent, et peu différenciantes. Ou alors, après, tu peux avoir des verticales, on va en parler tout à l'heure. Et donc, voilà, donc moi, je me suis dit, attends, là, il y a vraiment quelque chose à faire, avec un prisme qui était assez intéressant à l'époque. C'est que tu avais beaucoup de boîtes qui faisaient les interfaces graphiques, parce que je te rappelle, en 98, c'était quand même très, très basique. Et nous, on a dit, OK, il faut être super fort en graphisme, mais la tech doit être forte derrière. Et donc, on avait donc une personne en ingénierie. Et donc là, on a pu travailler avec des groupes à l'époque comme France Télécom, comme Publicis, qui nous disaient, OK, vous n'êtes pas une agence web comme on peut en connaître. Et on sentait bien que la notion de personnalisation, de spécificité était importante. Et voilà, et donc ça a été une super aventure pendant quasiment 6 ans. Alors, quand je te dis super aventure, 98, mais entre-temps, entre 98 et ces 7-8 ans, il s'est passé la fameuse bulle Internet en 2001. Et là, tu apprends ce que c'est que le métier d'entrepreneur.
On va y revenir justement. Je voulais savoir quand tu étais justement quand tu bossais pour Altitude, est-ce que tu codais toi à côté? Est-ce que tu avais toujours cette curiosité d'essayer de parce que ce que je et puis on en parlera après, j'en parle maintenant, tant pis, c'est ce que je m'étais noté. Tu as ce besoin, cette envie de comprendre. Parce que tu vois, si dès 12 ans, tu vas commencer à coder, essayer de comprendre l'informatique qui est en train d'arriver, aujourd'hui, avec tout ce que tu fais, et notamment toute la veille que tu peux faire sur la e-santé, tu as envie de comprendre aussi ce qui se passe. Est-ce qu'à ce moment-là, tu voulais continuer de comprendre comment fonctionnait un ordinateur et comment le web allait ou pas révolutionner nos vies? C'est un bon point, parce que c'est vrai que on a du temps avec le podcast, mais c'est vrai que je me suis présenté rapidement en te mettant en avant plutôt mes activités, on va dire, professionnelles, même si celle-ci est liée. Mais tu as raison, en fait, moi, c'est vrai que je partage beaucoup dans mon secteur, qui est celle de la santé numérique, notamment sur LinkedIn et Twitter. X. Et maintenant, X, tu as raison. Sur X. Ce que ces technologies en fait peuvent apporter. Et on en reparlera tout à l'heure sur un peu dans le parcours et ce que j'ai créé par la suite. Je trouve que c'est toujours intéressant de se dire cette information dans l'informatique à l'époque, maintenant dans le domaine de la santé numérique, est-ce que Théo, qui me suit, ça peut l'intéresser? Parce que peut-être que je connais un élément de ton parcours de vie qui va être intéressant et te dire, tiens, ça peut t'intéresser et je t'envoie un DM ou un message sur WhatsApp en te disant, tiens, Théo, j'ai pensé à toi, ça peut t'intéresser. Et c'est vrai que j'ai toujours ce besoin en fait de me dire, je trouve que c'est important de partager ses envies, partager ce qui t'anime et aussi cette veille en se disant, mais ok, pourquoi en fait on va peut-être aller vers ces technologies. Qu'est-ce qui va faire que ça va fonctionner? Et elle est marrante ta question parce que dans ce début de carrière, j'ai vu aussi beaucoup de boîtes, et notamment dans cette période de 2001 que je t'évoquais, beaucoup de boîtes qui ont périclité, tout ça. Et je me suis dit, le jour où j'aurai 50 ans, je ne pensais pas que ça arrivait si vite, je veux pas louper ces courants technologiques et autres. Okay. Et ça me... oui, c'est toujours présent chez moi, mais non pas dans une peur d'être has-been, mais juste de se dire, mais en fait, toi, que je te disais, c'est passionnant ce qu'on vit. Enfin, des fois, je disais, j'ai mon fils Jules qui a 16 ans, on en parlait et je lui disais, toi, j'aurais pu naître en 1870 et être au final sur un champ de guerre en 1914 et donc avoir une vie différente. Alors, ça peut paraître, tu vois, très éloigné, mais au final, tu dis, attends, je nais 10 ans avant l'informatique personnelle et que lorsque je rentre sur le marché du travail, c'est Internet qui se lance. Enfin, je veux dire... Il y a des moments de vie dans l'histoire et j'en en parlais une. Ouais. Tu vois, de se dire, et ça c'est peut-être aussi mon côté, non pas positif, mais de se dire, soyons conscients du bonheur qu'on peut avoir, soyons conscients des choses qui sont intéressantes et de me dire, dans cette tech que j'aime tellement, ça peut changer ta vie, et notamment dans la santé, mais on va reparler tout à l'heure sur ce cheminement. Ouais. Pour moi, c'est un élément important. J'ai fait beaucoup de digressions. Ouais, mais c'est très bien. Mais voilà, je voulais te dire que ce partage-là, en fait, moi j'ai arrêté de coder assez vite parce que j'ai bien vu que j'étais pas le plus doué là-dessus. Mais de se dire, ok, en fait, je vais réunir mon métier, ma passion, c'est de réunir des gens qui ont des profils différents. Mais qui doivent être sur un projet commun. Et c'est plus compliqué. Et notamment, tu vois, dans des métiers comme le nôtre, où tu as des infirmières, des infirmiers, des pharmaciens, des ingénieurs dans le développement, des gens qui viennent du jeu vidéo. Et tous ces gens-là doivent travailler sur un même projet. Donc, moi, c'est ce qui m'anime. Ouais. Tu parlais tout à l'heure de 2001. C'est là où tu comprends ce que c'est que d'être entrepreneur. Alors, oui, parce qu'en fait, tu vois, quand tu crées un fait de l'entreprise, notamment toi, de 98 à 2001, en plus, c'est tout nouveau. Donc, j'avais déjà à l'époque, tu vois, cette volonté et cette envie de partager. Donc, j'ai fait beaucoup d'événements pour expliquer ce qu'était Internet. Ce que je faisais dans le parcours avec Jean-Paul Rivière, avec le groupe Altitude, à aller le samedi après-midi dans les grandes surfaces en disant, mais regardez ce que c'est qu'Internet, tu vois. Donc, et donc d'essayer, tu vois, de faire du prosélytisme technologique. Ouais. Et en fait, voilà, donc ça a continué. Et j'en ai peut-être ta question. Tu as compris en 2001 ce que c'était que d'être entrepreneur.
Avec la bulle Internet. Ouais, c'est ça en fait, les vieux entrepreneurs, c'est qu'en fait, t'as toujours plein d'idées qui t'écartent, mais c'est passionnant. Et ouais, en 2001, en fait, donc toi, pendant 3 ans, on a eu plein de belles expériences, on a eu beaucoup de presse en disant super, il y a une boîte qui est en capacité d'amener Internet. Et puis là, on commençait à parler commencer un peu le e-commerce. Et puis 2001, quand ça c'est vraiment, parce que ça a été la douche froide, tu as des gens qui te regardent en disant mais la crise, c'est de votre faute. Toi, ça associe en fait cette bulle qui a explosé avec toutes les images que tu pouvais. Oui, il levait à l'époque je sais pas, 10 millions d'euros avec une seule slide. Et donc forcément, avec cette image, il y a eu des dérives comme celle-ci. Ouais. Et ça a été très dur comme crise. De 2001 à 2003, tout s'est arrêté. Hein. C'était vraiment un peu une sorte de divers technologique dans les investissements. Et là, tu apprends la résilience et surtout l'adaptabilité. Il faut toujours s'adapter en fait à un contexte économique parce que tu l'as pas prévu. Et puis ça t'apprend aussi, Théo, que tout marche bien, mais malheureusement, tu peux avoir, et malheureusement, le monde qui nous entoure ces derniers mois montre que tu peux, avec des crises sanitaires comme le Covid, des guerres qu'on ne pensait pas revoir, malheureusement, ça change ton environnement. Et donc, voilà, ton métier, c'est d'être toujours dans une phase de savoir s'adapter. Et je répète vraiment ce mot de résilience qui pour moi est vraiment le mot qui illustre plus l'entrepreneuriat parce qu'il faut toujours trouver la bonne solution pour ton équipe, pour tes clients, pour la vie de ton entreprise et la survie parfois de ton entreprise. Ouais. Et donc moi ça m'a bien marqué et je sais que tu es un gros fan de sport et c'est vrai que j'ai souvent fait la comparaison avec un boxeur. En fait, quand tu es un jeune entrepreneur au début, tu arrives un petit peu tout foufou sur le ring et tu te prends des coups et tu es 3 semaines au bord du ring complètement affalé et tu t'es pris vraiment de manière très forte et tu sais pas comment te relever. Ton métier après, c'est d'être de plus en plus affûté et puis tu prends quand même des coups mais tu te mets plus qu'une semaine, puis après plus que quelques jours, quelques heures ou quelques minutes et puis après tu évites les coups parce que tu connais un peu ce qui a été fait et c'est ça. Et donc c'est l'entrepreneur, c'est aussi un boxeur de la vie et avec tout ce que ce sport contient de technicité, quoi. Tu es un peu obligé de prendre des coups. Et tu es obligé à les connaître, à les éviter, sûr, à les contrer. Et puis il ne faut pas avoir peur de les prendre, mais bon, il faut essayer de bien tomber KO. Voilà. Exactement, pour rester sur le sport. Et j'ai vu que l'un des premiers jeux vidéo dans le domaine de la santé, donc avec Interaction Healthcare, c'était Théo et les Psorianautes. Je me suis dit, le clin d'œil est chouette. Je vais t'en parler. Ouais. Non, c'est sympa que t'en parles. Ça me permet en fait de faire la transition parce que en fait, toi, tout est lié. C'est-à-dire que tu m'as parlé un peu de cette époque de 2001. Beaucoup de nos concurrents en fait ont périclité à ce moment-là. Parce que toi aussi, tu aurais pu, donc il y a 20 ans, tu aurais pu fermer la boîte. En fait, nous, les premières années, ce qu'on a fait, tu vois, c'est certainement l'éducation aussi de mes parents, tu vois, de se dire, et toi, à l'époque, il n'y avait pas de start-up où tu dépensais plus que tu ne gagnais. Tu pouvais être en croissance, mais il fallait une croissance qui soit maîtrisée au sens, il fallait aussi que tu sois profitable pour le faire. Donc c'est venu un peu plus tard dans des concepts vraiment de scalabilité forte parce que il fallait conquérir des nouveaux marchés. Mais donc moi j'avais appris à gagner de l'argent pour l'entreprise et on avait tout remis ce qu'on appelle en fonds propres, c'est-à-dire dans l'entreprise. Et bien nous a fait parce que je sais qu'il y avait certaines boîtes qui étaient un peu dans le mode waouh, c'est super, on va pouvoir s'acheter des grosses voitures et autres. et on s'est dit non, on va gagner parce que ça nous permet de développer l'entreprise et en fait ça nous a permis de survivre parce que ça a été très, très difficile avec un chiffre d'affaires qui était plus complexe à obtenir auprès des clients. Et en fait, tu vois, j'en ai eu, Théo, une expérience assez marquée parce que la résilience, ça t'affecte aussi. On parle de coûts, donc tu en prends. Et de me dire, ok, mais moi, ce métier-là, je l'adore toujours et j'adore transmettre. Et est-ce que je pourrais être toujours dans la tech et transmettre ? Et en 2005, 2006, je me dis, et si, parce que c'est vrai que j'adorais le jeu vidéo, je me dis, mais est-ce que le jeu vidéo pourrait être utilisé
pour partager eh bien, un savoir-faire. Et donc, avant Théo les Psorianotes, on avait fait un jeu, on avait lancé ça donc, avec Interaction Games, donc, qui était juste avant Interaction Healthcare. Ouais. Et Interaction Games, en fait, on était spécialisé dans le jeu, et c'était les Monstronautes à Collectiville. Okay. Et en fait, et je pense que Théo, ça pourrait toujours marcher. En fait, on s'est dit, dans les thématiques, on a interrogé plein de gens, et on s'est dit, mais en fait, le rôle de citoyen. Toi Théo, en tant qu'entrepreneur aujourd'hui, tu te poses des questions peut-être sur le rôle des collectivités. Moi en tant que parent, forcément, tu te poses des questions sur tes enfants. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y a plein de gens qui avaient ce besoin. Et donc, on a créé donc à l'époque, toi, c'était vraiment la fin du CD-ROM. On a lancé cette collection qui expliquait le rôle d'une mairie. Alors ça, la mairie, en général, les gens connaissent bien, mais conseil général, conseil régional, tout ça commençait à être un peu plus complexe. Et donc, on a écrit le scénario, donc l'idée, c'est en fait, pour les enfants, tu découvrais, et aussi les parents, pour être très clair, et on en a vendu près de 20 000 exemplaires dans toute la France, les dom-toms, ça a été passionnant. Et là, on s'est dit, ok, on est en train de lancer quelque chose, et comme Monsieur Jourdain, je ne savais pas que je faisais du serious game. Et il y a une boîte américaine qui nous contacte et qui nous dit, c'est génial ce que vous faites, on participe à un salon à Lyon sur les premiers serious games en France. Est-ce que vous voulez venir? Et puis on voudrait vous rencontrer. Bon. Et donc on est allé à Lyon pour présenter nos savoir-faire. Et comme quoi, toi, la vie est faite de rencontres. Je crois qu'il y a souvent une phrase de Bill Gates qui dit si tu veux faire du business, rencontre des gens. Toi, c'est peut-être pas la phrase la plus complexe, mais je trouve que c'est beaucoup de pragmatisme, et c'est vrai. Ouais. Et donc je suis allé à Lyon présenter ce qu'on avait fait, et j'ai rencontré un garçon qui s'appelle Julien Villieu, qui à l'époque s'occupait du lancement de la filière sur le jeu vidéo, le SNJV, et qui me dit mais c'est super ce que vous faites, il y a plein de choses à faire, et si ça vous intéresse, il faut que je vous en parle dans le domaine de la santé. J'ai ma mère qui travaille dedans, il faut en parler. Bon, et je l'écoute, mais j'étais à fond dans ce projet-là, et bon. Et donc, je continue l'aventure, ça marche super bien. Et donc, arrive 2007, et là, je me dis, ok, j'aime transmettre, j'aime la tech, mais j'ai envie que ça soit encore plus de sens. Et un sujet qui me plaisait beaucoup, on avait commencé à travailler avec certains acteurs dans ce domaine, dans le domaine de la santé. Je voudrais vraiment lancer dans le domaine de la santé. Et on se dit, ok, l'expérience que j'avais eue en 2001, peu de spécialités, tu meurs. Et donc, on s'est dit, peut-être que le serious game aura malheureusement cette même trajectoire, c'est de dire, à un moment donné, le serious game trop généraliste, on ne va pas se développer, on risque peut-être de péricliter. Et donc, on s'est dit, s'il y a une verticale à développer, c'est celle de la santé. Et on lance Interaction Healthcare à ce moment-là. Donc, c'était le projet 2007. Exactement. Ouais. Et 2007... je rencontre une personne qui m'aide sur la santé, qui vient du secteur. On passe 8 mois à définir le projet. Et en septembre 2007, me dit, écoute Jérôme, ton projet est super, tu vas réussir, mais je ne suis pas la bonne personne. Et je repars en fait dans l'industrie pharmaceutique. Et toi, elle le faisait avec beaucoup de bienveillance. Alors forcément, tu es là, tu t'accroches par rapport à ce projet. Et donc, tu vois, le dernier trimestre 2007... Et je trouve que c'est important aussi, tu vois, alors sans tomber dans des concepts, mais toi, on a toujours cette petite voix l'entrepreneur. Toi, cet équilibre. Hein, je vois ton sourire que tu as ça aussi, que dire, bon, y a peut-être une voix qui te dit, allez, il faut faire ça, puis une autre qui te contrôle, ou parfois t'encourage à y aller. Et je suis invité pour participer à une formation sur le serious game. Et là, tu te dis, bon, j'ai plein de devis, j'ai plein de choses à faire, donc je vais pas y aller. Et puis l'autre voix qui te dit, Jérôme, n'oublie pas cette phrase que tu as. Si tu fais du business, rencontre des gens, puis il y a toujours peut-être des belles choses. Bon, et donc tu vois la voix que j'ai écoutée. Et donc je suis allé à cette formation, et je rencontre pas mal de gens, et une personne qui arrive avec un peu de retard et qui me dit, qui se présente. Je viens de passer toute ma carrière dans la santé. Je pense que le jeu est hyper important, et je m'appelle Daniel Villieu.
Et là, je me dis, ce nom me dit quelque C'est chose. marrant dans notre famille, On j'ai m'en déjà avait entendu il y a parlé pas longtemps. il y a 2 ans. Il m'a dit que sa maman était dans la santé. Voilà. Et c'est vrai que bon, tu vois, et on s'est vu, on a pris un café, et donc je lui ai expliqué le projet. Et je lui ai dit voilà, bon, le problème c'est que là, je suis à la recherche d'une personne. Et donc, tu vois, ça, Théo, c'était en décembre 2007. Et moi, je suis quelqu'un de très pragmatique dans le business, ambitieux, mais toi, il faut des fois faire aussi ses preuves. C'est ce que mes parents m'ont inculqué, et c'est ce que je demande aussi à ceux avec lesquels je travaille. Et j'ai dit à Daniel, ok, super, vous me dites que vous avez plein de réseaux, on va le tester. Et le 14 février 2008, on propose en fait d'organiser un événement avec tous ses clients pour parler d'interaction healthcare, le jeu vidéo. Donc il faut que pour ceux qui nous écoutent, 2008, j'avais inauguré nos locaux 1 an et demi plus tôt avec la Wii qui venait de sortir. La Wii, t'imagines, de Nintendo, qui a révolutionné le jeu vidéo, où les gens pensaient ne pas avoir 14 doigts comme tous les adolescents sur des PlayStation, et de se dire, ok, je peux jouer au golf ou à n'importe quel jeu. Et donc, on convoque 80 personnes du secteur de la santé qui viennent avec presque un regard un peu comme le tien en disant le serious game du jeu vidéo pour apprendre peut-être une maladie, peut-être pour apprendre et sans trop comprendre, en disant mais il se passe vraiment quelque chose. Un peu ce que j'ai vécu, tu vois, presque 15 ans avant dans le domaine d'Internet. Et ce qu'on a présenté, c'était le premier qu'on avait fait pour Essilor, le leader mondial de la santé visuelle, pour expliquer. Donc c'était Airware Junior, et donc expliquer. Donc c'était un projet qu'on avait fait en France et aussi en Asie. C'est qu'il y a des gros problèmes de vision avec les écrans et donc il fallait vraiment expliquer donc à tous ces pays qui souhaitaient en fait mieux accompagner sur les bonnes pratiques visuelles. Et donc ça a été un super projet avec Essilor qui a été présenté par Christine Richard, que je salue parce qu'elle a été une des toutes premières clientes, et elle nous a suivis tout au long de l'aventure Interaction Healthcare. Et je trouve que c'est important aussi de reconnaître, tu vois, ceux qui nous ont aidés, qui ont fait confiance, parce que sans eux, tu peux pas aller. Donc on l'a souvent invité à pas mal de nos événements par la suite. Et voilà. Et comment a été lancé Interaction Healthcare avec l'aide de Daniel. Et toi, c'était en 2008. Et 15 ans plus tard, on continue à bosser ensemble et on s'éclate et on fait des très belles choses avec une équipe qui, bien sûr, a grandi et qui nous a accompagnés. Et on a fait ce projet que tu évoques sur Théo et les Psorianautes, qui a été Théo, en plus je présume que forcément le prénom tu as tilté. Ça a été un des plus beaux projets, tu vois, et de se dire tu vois, c'est deux belles histoires que au final tu me fais ressortir. C'est que donc tu vois, on est en 2009, 2010, tu vois, j'arrive peut-être pas à donner précisément, peut-être un petit peu plus tard, peut-être 2000, enfin quelques années après le lancement, et donc on avait déjà pas mal. Et en fait là, c'est pour expliquer. Donc c'était avec France Psoriasis pour expliquer en fait, et donc je salue aussi Dalila qui était sa responsable et qui nous a aussi fait confiance et qui me dit voilà, il faut expliquer à des enfants de 6 ou 8 ans ce qu'est le psoriasis. Déjà le mot de psoriasis, ce petit Théo qui est un vrai garçon qu'on a rencontré 10 ans, qui avait du mal à le dire, toi, donc il est touchant quand il a... Et en fait, Théo, quand tu es un petit garçon, une petite fille qui se construit de 6-7 ans, tu as des plaques de psoriasis, donc c'est une maladie donc de la peau, et qui peut vraiment être difficile à cet âge, parce que quand tu vas à la piscine, les enfants s'écartent de toi parce qu'ils ne veulent pas être touchés, parce qu'ils pensent qu'ils vont l'attraper, ce qui est faux. Ouais. Les enseignants sont dépourvus de conseils et d'accompagnement. Et donc, on a travaillé avec les équipes médicales, on a travaillé avec l'association de patients, avec les parents, avec Théo, pour expliquer ce qu'était le psoriasis. Et ça a été un projet, tu es là, tu regardes la réalisation, tes équipes sont à fond dedans parce qu'ils ont peut-être leur sœur ou leur frère ou quelqu'un de leur famille. Et donc, tu vois, ça crée beaucoup de sens. Et donc ça, c'est la première belle histoire liée à Théo et les psoriasis. Et la deuxième, c'est mon fils, Jules, que je t'évoquais. Et un matin, tu vois, il avait, je crois, 6-7 ans. Je l'emmène à l'école, moment que j'adore toujours avec mes enfants. Et il me dit,
papa, tu fais un beau métier. Et là, tu es là, toi, c'est un moment tout simple, mais tu dis, bon, c'est quand même. Et je lui dis, merci Jules, et pourquoi tu me dis ça? Il me dit, tu fais un beau métier parce que tu fais du jeu vidéo, mais c'est pour aider les médecins et les patients, quoi. Et là, tu te dis, waouh, bon, d'abord, c'est mon fils, c'est normal. mais plus sérieusement, tu te dis, ok, d'abord, ton enfant, 6-7 ans, toi, il comprend les choses de manière simple, il n'y a pas de filtre. Et donc, ça veut dire qu'il a compris, en fait, le pouvoir, en fait, du serious game, du jeu. Et puis, tu te dis, mince, ton enfant, il est fier de toi parce qu'au final, tu sers à quelque chose. Et ça, je peux te dire, Théo, dans l'entrepreneuriat, où toi, je t'ai parlé beaucoup de combats autres, tu as aussi des moments comme ça, mais qui te donnent, toi, j'ai jamais pris de drogue ou autre, mais qui te donnent une énergie, mais incroyable. Incroyable. C'est chouette. Et toi, donc merci de me rappeler cette belle histoire qui a forgé vraiment Interaction Healthcare. Justement sur Interaction Healthcare, depuis, donc pour que tu expliques un peu concrètement ce que vous faites, parce que même si tu l'as déjà un petit peu dit, c'est créer du jeu vidéo pour accompagner dans le domaine de la santé, pour faire comprendre, pour aider, pour former. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus justement sur comment ça se passe concrètement et ce que vous faites? Alors, là, forcément, on est avec toi, Théo, à reparler un petit peu de l'histoire. Donc, forcément, Interaction Healthcare a grandi depuis et fait autre. On était très connus pour cela. On a continué à en faire. Et j'entends parler aussi sur l'autre aventure avec Sim4Health, que ça a été un peu le terreau. Et donc, aujourd'hui, Interaction Healthcare, donc on continue à développer avec Daniel Villedieu, Damien Mouvrou, qui est pharmacien. Qui en a pris donc la direction il y a quelques années et qui donc développe notamment ici à Bordeaux, mais également sur Paris, donc avec toute son équipe pour accompagner en fait les acteurs de la santé sur ces évolutions autour de la technologie. Et moi, j'ai créé donc Interaction Healthcare avec Daniel pour dire en fait toutes les technologies qui nous entourent. Est-ce qu'elles peuvent être pertinentes pour le patient et le problème de santé? Et donc aujourd'hui, c'est devenu une société qui a beaucoup développé des solutions numériques pour les patients, les problèmes de santé, donc pour les établissements de santé, pour les industriels du secteur, qui a beaucoup travaillé aussi sur cette notion de communication, c'est-à-dire comment tu expliques en fait ces dispositifs. Et puis on a aussi cette image très forte autour du secteur de la e-santé, de la santé numérique. Et chaque année on organise tous les ans un événement qui est incroyable, qui s'appelle les grandes tendances de la e-santé. C'est la 8e édition là, au mois de janvier. On réunit près de 5000 personnes à distance. On a toute une journée avec des conférences, des ateliers. On a le village des startups. On a un dîner de la e-santé. On réunit tous les acteurs du secteur pour essayer de réfléchir collectivement comment cette santé numérique peut se développer. Donc, tu vois, Interaction Healthcare continue à se développer de manière très, très organique et avec vraiment une équipe qui réunit, comme je disais tout à l'heure, des médecins, des pharmaciens, mais aussi des graphistes, des consultants dans le secteur. Et on a continué à innover avec Sim4Health, qu'on a lancé en 2015-2016, ici à Bordeaux, où on s'est dit, OK, ça a bien marché cette notion de serious game, mais maintenant il faut devenir en fait presque ce qu'on appelle un éditeur au sens logiciel du terme, c'est-à-dire de pouvoir ensuite vraiment permettre un développement plus important. Le travail, et tu le sais sur tes activités, de pouvoir développer du conseil, de l'accompagnement, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et tu développes petit à petit une base de clientèle. Là, on souhaitait vraiment avoir un usage, de se dire, est-ce que cette technologie, elle peut être massifiée? Est-ce que tout le monde peut utiliser cette technologie? Donc forcément, en tant qu'entrepreneur, tu as forcément ta vision pour développer l'entreprise, mais de se dire aussi, mais si cette formation, elle peut être valable pour tout le monde. Et on s'est dit, par contre, on va focaliser dans un premier temps sur la formation des problèmes de santé. Et donc, on a lancé Sim4Health, donc la simulation pour la santé. On a fait simple, mais en même temps avec un nom qui pouvait se développer à l'international. Et dont l'objectif, en fait, c'est recréer virtuellement des situations de soins, donc des avatars, donc des patients virtuels, où tu vas permettre de prendre en charge ces patients. Alors, il y a souvent un terme qui sont utilisés, jamais la première fois sur le patient, grâce à ces technologies. Alors, nous, on dit souvent, il ne faut jamais la première fois sans un simulateur numérique qui va te permettre d'utiliser, de regarder comment tu vas pouvoir, en tant que médecin, en tant qu'infirmière ou infirmier,
prendre en charge de manière la plus adaptée à la situation. Donc ça peut être sur des pathologies chroniques comme le diabète, ça peut être sur des pathologies notamment autour du cancer. Et donc, tu vois, quelques années plus tard, on a formé plus de 150 000 personnes via notre plateforme qui s'appelle Medicactive, en France et bien sûr à l'international. Et là aussi, c'était une belle aventure et qu'on continue à développer ici. Ouais. Justement, cette aventure, tu l'as dit, internationale aussi pour le coup. En 2017, vous êtes allé à Las Vegas, non pas pour jouer au casino, quoique. Je vais pas tout dire. Tout ce qui est à Las Vegas reste à Las Vegas. Exactement. Mais notamment pour le CES, vous avez été récompensé là-bas. Tu peux nous dire à quel point c'était important, si ça l'a été, mais j'imagine évidemment, ça a été important. Et qu'est-ce que ça apporte justement au-delà de la reconnaissance ça fait du bien toujours de recevoir des prix évidemment, mais dans le développement et potentiellement dans l'idée de se dire ce qu'on va en faire les années d'après, quoi. Bien sûr. Je sais pas si c'est clair, ça va. Non, mais ta question est très claire. Puis tu vois, tu me fais parler de vraiment de belles histoires. Et pour ceux qui nous écoutent, il faut quand même savoir qu'on enregistre le lendemain de cette défaite de rugby où on était atterrés avec mon cher Théo tous les deux avant d'enregistrer ce podcast. Et merci à toi de me faire penser à autre chose, même toi aussi. J'y pense encore. Et donc, 2017 sur le CES, tu as raison d'en parler parce que tu vois, ça a été là aussi un de mes plus belles expériences entrepreneuriales parce que 2016, on lève 5 millions d'euros pour permettre ce développement autour de fonds d'investissement. On a également le soutien de BPI France, de la région Nouvelle-Aquitaine qui a été et qui sera un partenaire, qui l'est toujours sur le développement de l'entreprise, qui a fait un travail incroyable en termes d'accueil de notre entreprise et nous a aidés. Et là aussi, un peu toi, comme pour les clients, tu as des partenaires qui ont été présents et je ne vais pas tous les citer parce qu'il y en a beaucoup au sein de la région Nouvelle-Aquitaine, mais c'est une super équipe et des élus aussi très impliqués. Et ça, c'est important aussi d'être bien accueilli sur une région pour pouvoir développer ces projets. Et donc, on lève ces fonds. Et quelques mois plus tard, forcément, le CES, on me posait souvent la question. Quand j'étais président de la French Tech, on me disait mais est-ce que c'est important d'aller au CES? Alors, c'est pas pour jouer, comme tu dis, aux machines. En plus, on n'y est même pas joué. Tu vois, c'est pas du tout mon univers. Mais c'est de se dire, ok, est-ce que c'est important pour toi? Et nous, l'axe stratégique, c'est de dire, on est sur une nouvelle technologie qui intégrait notamment de la réalité virtuelle, qui était vraiment le tout début de la réalité virtuelle plus le grand public, avec HTC Vive et aussi avec Oculus à l'époque. Et donc, je dis aux équipes, on va essayer de candidater pour être présent au CES, quoi. Donc ça, toi, octobre 2016. Bon. Et je fais court parce que on a une super équipe qui s'est mobilisée sur le projet. Et donc, on obtient un retour comme quoi on est sélectionné. Et donc, il faut présenter un simulateur qu'on avait fait avec le CHU de Nice et Harvard sur la présentation d'un patient atteint d'un pneumothorax. Donc, en fait, tu sais, ça peut être très, très dangereux. Et c'est une technique très forte pour sortir en fait l'air. Et donc, tu as une technique que tu vas pouvoir donc, apprendre grâce à la réalité virtuelle. Donc, tu peux massifier. Et donc, on avait 2 mois et demi pour le faire. Et je me rappellerai toute ma vie, Théo, parce que je convoque l'équipe en disant super, on l'a eu. Et tu connais ma passion pour le rugby, c'est de se dire là, en fait, il faut tout donner. Parce que peut-être qu'on n'arrivera pas à cette ligne de est-ce qu'on va être vraiment vu ce jour-là? Parce que toi, tu as 4000 stands, tout ça. Ouais. Et donc, je leur dis, c'est pas pour moi que vous le faites. C'est même pas pour, entre guillemets, l'entreprise. Là, on vous a tous réunis. Donc, t'imagines, on était au tout début de la boîte. On avait réuni des ingénieurs, des pharmaciens. Enfin, c'était incroyable. Et je leur dis, en fait, c'est la presse internationale qui va vous regarder. C'est peut-être même votre famille qui va vous voir sur TF1 en France 2. Bon. Et donc, on sent le coach là qui parle. Et donc, je leur dis, bonne chance. Et je regarderai dans 2 mois ce que vous avez fait, quoi. Bon. Alors, c'est vrai que j'ai pas trop regardé, je leur faisais confiance et puis forcément j'avais des informations en disant c'est super et donc on se voit je crois 22 décembre avant les vacances et je vois le matin, on me présente le sujet et je me dis non mais c'est juste génial quoi. T'as un mélange de fierté de se dire mais c'est incroyable comment les équipes ont dû bosser fort pour le faire. Ouais. Et donc on convoque tout le monde l'après-midi en mode putain on va se faire engueuler, on n'a pas dû faire le bon livrable.
Et on leur dit, avec toute l'équipe managériale, on leur dit juste bravo les gars, vous avez fait un truc d'enfer. Et donc, comme le rugby, on ne sait pas si on va gagner, mais déjà, on sait que vous avez tout donné. Et donc, on leur offre, on leur fait tous un cadeau avec un week-end en Europe qu'ils pourront faire avec leur famille, leur chérie. Et donc, forcément, tout le monde part super content. Et tu sais que c'est donc la première semaine de janvier. Bon, et on décolle, on part. Et là aussi, on a mis 28 heures. Il y a eu de la neige. Donc, tu arrives pour 4 jours d'un route technologique énorme. Et là, tu t'es épuisé. Ouais. Et on sort de l'avion. Et ça, je me rappelle toute ma vie. Je remets donc le mode avion, je le retire. Et là, je reçois un message de l'organisateur du CES qui dit: vous avez été sélectionné parmi les 4 innovations à côté de Fitbit de Google, Philips et autres. Et on aimerait faire un reportage sur vous. Bon, tu leur dis pas j'ai piscine. Surtout à Las Vegas. Et là, je te dis, j'ai jamais pris de drogue ou autre, mais c'est un shoot d'énergie et autres, mais qui est incroyable, quoi. Tu vois. Et là, on s'installe, tu vois. Et là, on est filmé par les équipes du CES. Et là, c'est parti. Donc là, on a France 2 qui vient nous voir. Et on a eu plein de presse, plein de clients aussi, parce que tu vois, il y avait bien sûr l'image, mais on a signé des beaux contrats grâce à ça. Et comme quoi, tu vois, je finirai juste sur cette partie anecdote, parce qu'on pourrait en parler longtemps, mais il y avait TF1 qui passe, je crois, le 2e ou 3e jour, tu vois. Donc, il avait dû entendre un petit peu parler. Et parfois, tu vois, la vie, c'est vraiment match point, quoi, tu vois, ça peut je crois que c'est Colaro, donc le fils, qui s'occupe de la rubrique tech et qui passe et donc je vois et il me dit j'ai appris que vous avez eu ce prix, c'est super, et donc est-ce que vous pouvez m'expliquer? Je lui dis, qui me fait ouais mais là nous on est là pour expliquer au grand public, là c'est la formation des problèmes de santé, c'est trop technique, mais merci quand même, hein. Et là, tu vois, tu sais que tu as TF1 et je le vois partir. Enfin, tu vois, j'arrive pas à choper, quoi. Et je lui dis, oui, mais in fine, le principe que j'évoquais, c'est quand même quelqu'un de votre famille qui peut l'avoir. Et donc, si les problèmes de santé sont mieux formés, ça peut vous sauver, quoi. Ouais. Mais quand même un peu dubitatif, il me dit ouais, mais il me dit mais de quoi ça parle exactement? Et là, je lui dis c'est la prise en charge d'un patient atteint de pneumothorax. Et là, il me regarde, il me fait: vous pouvez répéter? Et donc je lui répète et il appelle son équipe. Il avait les yeux comme ça, il fait: j'en ai eu 2, je veux savoir comment ça va se passer maintenant du côté du médecin. Et là, Théo, tu vois, t'es à Las Vegas, t'es à des milliers de kilomètres de chez toi, t'as TF1 qui est la télévision la plus regardée en Europe. J'aurais dit c'est sur le diabète ou sur une autre pathologie, peut-être qu'il serait parti. Donc tu vois, la vie d'entrepreneuriat, c'est aussi parfois un coup de chance, des personnes qui peuvent arriver. Et c'est vrai que ça a été très fédérateur pour l'entreprise, de se mobiliser. Et puis ensuite, l'aventure a continué et on a été forcément très bien accueillis en France, parce que c'est important. Nul n'est prophète en son pays, comme dit l'expression. Et donc d'avoir cette reconnaissance, alors ça ne suffit pas, mais ça a été un socle assez fort pour le développement d'entreprise. Ouais, très chouette, merci d'avoir raconté ces anecdotes. Tout ça, ça me fait penser au terme de réussite dont je parle parfois, et sur les nouveaux formats du pompon qui sont des portraits. C'est l'une des questions que je pose. C'est quoi pour toi la réussite? Donc je vais te la poser, évidemment, parce que tu vois, c'est intéressant dans l'anecdote. Tu dis j'ai laissé les équipes de moi, et limite j'aurais dit au début, et comment faites ça, et à la fin c'est génial ce que vous avez fait. Comment on arrive à cette réussite aussi? Là-dedans, j'entends dans cet exemple-là l'importance du recrutement, donc l'importance de bien s'entourer. Comment toi, tu l'expliquerais, soit sur cette réussite-là, soit de manière générale? Ouais, alors tu as posé 2 questions sur la réussite et sur le recrutement. Et c'est vrai que le recrutement, mon Dieu, c'est quand même dans ton parcours entrepreneurial, la partie la plus complexe et la plus, j'allais dire, excitante, valorisante. Enfin, tu apprends énormément avec le recrutement. Tu parlais de valeurs, de philosophie, c'est aussi ce qui te guide, en fait, parce que c'est de l'humain, c'est avec un grand H, c'est l'histoire de femmes et d'hommes, et c'est ce qui est passionnant. Et je suis tout à fait d'accord avec toi, la qualité du recrutement,
Et moi, tu vois, j'étais au tout début de la boîte, un escargot passait, je voulais recruter. Quoi. Tu vois, je parlais sur un entretien, je parlais 59 minutes, le candidat parlait 1 minute et je disais c'est vous que je veux avoir. Et parce que voilà, j'étais excité par la boîte. Et donc après, j'étais le pire des recruteurs où je faisais la tronche. Je me disais, je vais pas me faire avoir. Parce que forcément, quand tu laisses pas parler les gens. Mais toi, je regarde ça avec toi avec un peu d'humour, mais de se dire, ok, voilà, il faut aussi bien se connaître. Et donc voilà. Et donc ça a été une période de recrutement où les gens disaient, mais attends, Jérôme, je te connais, j'ai pas envie de bosser avec la personne que je vois là tout de suite. Et donc après, et là, toi, ça fait très longtemps maintenant. Je pense que la règle du recrutement, en fait, d'abord, c'est être précis sur ce que tu attends, mais aussi être toi. En fait, c'est-à-dire que tu n'as pas à jouer un rôle, vendre quelque chose au niveau de la boîte. Tu dis juste, voilà, demain, on va passer plus de temps certainement ensemble qu'avec votre famille. Est-ce qu'on a envie de bosser ensemble? Est-ce que votre projet personnel et le projet professionnel peuvent matcher? Et moi, j'implique beaucoup de mes équipes en fait, dans les recrutements. On passe du temps. On est exigeant, comme beaucoup de boîtes, sur le recrutement. Mais une fois par contre que tu as les personnes, tu leur dis, vous avez notre confiance par défaut. Mets pas un doigt de pied, plonge avec les 2 pieds et vas-y, parce qu'on t'a recruté, c'est toi qu'on a choisi. Et ça, c'est hyper important. Alors, bien sûr, tu vérifies avec l'équipe de management, mais tu fais confiance pour que ça puisse bien marcher, parce que c'est comme ça que tu te déploies et que tu arrives à le faire. Donc, le recrutement, la qualité de recrutement des gens qui t'entourent, c'est essentiel dans la réussite. Ouais. Et la réussite alors, tout court, c'est quoi pour toi? Déjà, la réussite, je pense que c'est important d'être soi dans la partie recrutement, c'est de se dire, est-ce que tu es fier de ce que tu as accompli. Et c'est vrai que dans l'entrepreneuriat, tu peux toujours avoir cette réussite par rapport à peut-être des critères économiques sur l'aspect financier, c'en est un. Mais en fait, tu vois, et en plus, comme je disais, j'ai fêté mes 50 ans cette année, tu te retournes et tu te dis, parce que là, je te raconte les belles histoires, et grâce à toi, et encore merci Théo pour voilà, toutes ces belles images que tu m'as mis en tête. Mais forcément, il y a eu des moments très difficiles, de doute. Et juste un moment, c'est de se dire, voilà, est-ce que le parcours que tu as pu faire, un peu comme un match de rugby que tu voudrais refaire, tu te dis, ouais, là, j'ai pas été bon sur ça. Mais c'est ta vie, c'est comme ça que tu te forges, tu te développes. Et pour moi, la réussite, c'est de se dire, est-ce que peut-être le jeune homme ou le petit garçon que j'étais à 12-13 ans, qui rêvait de ça, est-ce que 35 ans plus tard, il a réussi? Bien sûr, il y a des choses que je ferais différemment, mais au final, ça serait à refaire. Je le referais parce que je suis fier de ce que j'ai pu réaliser avec mon équipe, les étapes qui ont été faites. Et puis surtout, c'est de se dire qu'à chaque fois, tu montes une étape et tu construis encore une nouvelle étape. Donc pour moi, la réussite, c'est déjà être en lien, aligné avec ce qui t'anime, tes valeurs. Et là, je suis plutôt content. Ouais. Tu as eu plusieurs engagements aussi. Tu as parlé de la French Tech rapidement tout à l'heure. Tu as été président de la French Tech pendant 2 ans. Ouais. J'ai aussi envie de te parler, mais j'en parlerai un petit peu après, des engagements que tu as commencé à prendre en 2022 pour le coup. Et tu vois sûrement de quoi je parle, peut-être, on verra. Ouais. Tu avais aussi été responsable du groupe Projet Santé de Renaissance Numérique, un think tank sur les enjeux de la transition numérique dans notre société il y a déjà une bonne dizaine d'années. Pourquoi t'engager au-delà de l'entreprise ? C'est vrai que, tu vois, au niveau de la French Tech, ça fait partie. Moi, je suis arrivé donc en 2011 ici, tu vois, sur Bordeaux. Comme je te l'ai dit, j'étais super bien accueilli par l'écosystème de la région Nouvelle-Aquitaine. Et je trouve que c'est un moment important. L'entrepreneuriat, c'est aussi redonner ce que tu a pu en fait avoir pendant ces années. Moi, je passe beaucoup de temps avec des entrepreneurs. Toi, j'avais vendredi soir peut-être que tu vas en parler sur cet engagement, mais qui est une femme qui travaille dans la santé, qui est une jeune entrepreneur. Voilà, j'ai essayé de voir comment je pouvais l'aider, parce que tu te dis, si à cet âge-là, j'avais une personne comme ça, et j'en ai eu, soit des clients qui t'aident, tu sais que ça te fait grandir, et je trouve que c'est passionnant de voir. Et donc la French Tech, pour moi, c'était un moment essentiel, parce que c'était 2017-2019.
avec un développement qui était encore naissant, mais qui avait déjà une belle dynamique. Donc ça me semblait important, toi, d'être sur le territoire, de redonner. Et voilà, je l'ai fait naturellement, même si forcément ça prend du temps. Mais l'entreprise, c'est une réunion d'expertise, de talent. Et ben, voilà, le monde associatif, et tu l'as vu, je l'ai fait aussi un peu plus jeune. Voilà, ça fait partie de moi et je trouve que c'est important. J'ai 2 ans à fond. C'était une période, j'ai appris beaucoup de choses. Très fatigante parce qu'il y avait plein d'enjeux pour la French Tech. Et ça a été des étapes structurantes. On a pu recruter Philippe Métayer, qui est le directeur général, qui fait un travail remarquable avec tous les élus qui l'ont accompagné. Et tu vois, je suis super content. Toi, on va fêter les 10 ans de la French Tech. De se dire, OK, si j'ai contribué modestement à cette étape-là. Voilà, donc moi, ça fait partie de... Je trouve qu'on a un devoir sociétal, associatif, en tant que dirigeant, pour redonner ce qu'on estime avoir reçu des acteurs peut-être d'avant ou ceux avec lesquels tu as grandi, quoi. Ouais. Je parlais de 2022 tout à l'heure. Il y a 2 choses importantes. En 2022, je trouve, en tout cas, il y en a sûrement plein d'autres. Tu as rejoint le collectif Femmes de Santé. Ouais. Et aussi, les 2 sociétés ont été rejointes par le groupe SPF Expansion. SFP Expansion, ouais. SFP, pardon. Non, je t'en prie. C'est bien écrit comme ça, en plus, je l'ai juste mal dit. Tu peux nous parler des 2, je ne sais pas par quoi tu veux commencer, mais voilà, ça écoute, me semble Femme de santé, je trouve que c'est voilà, une conviction qui me tient à cœur depuis longtemps, que surtout dans la santé et globalement dans la société, je crois qu'il y a même plus de femmes que d'hommes, mais que tu vois, moi j'ai une femme incroyable qui défend aussi la cause de la femme, mais parce qu'elle fait au quotidien, tu vois. Voilà, moi j'apprends beaucoup à ses côtés. On a eu un garçon, mais aussi une fille, donc Eva qui a 11 ans, qui est une jeune fille incroyable, beaucoup d'énergie. Et tu vois, je passe du temps avec elle pour qu'elle apprenne en fait à devenir ce qu'elle a envie d'être, peut-être dans la science, peut-être dans d'autres domaines, enfin tu vois, donc de la faire grandir. Et c'est vrai que dans le domaine de la tech, l'image de la femme ou la représentation de la femme a parfois été pas toujours au rendez-vous. C'est encore le cas, hein, et je pense qu'en tant qu'homme, on a aussi ce devoir. Et pour moi, toi, il n'y a jamais eu de décalage de salaire dans la boîte. Enfin, en fait, des choses qui, toi, même si j'ai 50 ans, donc pas les plus jeunes des dirigeants, toi, de la tech. En plus, je suis né d'une fratrie, j'ai 2 grandes sœurs, Catherine et Véronique, qui vont sûrement m'écouter dans le podcast. J'espère que je le salue aussi. Voilà, et voilà, moi j'ai appris à vivre avec des femmes qui apportaient plein d'énergie, plein de talent et d'expertise. Et donc pour moi, toi, ça a été un non-sujet, quoi. Et puis quand tu fais des événements, donc tu vois, Interaction Healthcare, qu'on a en plus lancé avec Daniel, qui est une vraie féministe, mais engagée et qui porte le combat, et tu te dis, en fait, voilà, bonjour Jérôme Leleu, vous êtes le dirigeant, et donc vous êtes sur une table ronde où il y a 6 mecs, et là tu te dis, mais c'est pas possible, quoi. Ouais. Est-ce que sur ce sujet de l'e-santé, de la formation, et donc je te le fais court, mais vraiment j'ai vu qu'il y avait besoin en fait de travailler là-dessus, et notamment donc il y a un collectif Femmes de Santé qui a été lancé par Alice de Maximi, que je salue également, qui a fait un gros travail pour en fait donner, parce qu'on me parle souvent en disant oui Jérôme, on n'a pas mis de femmes parce qu'on n'a pas eu le temps, on n'a pas fait la démarche, ou on n'a pas eu l'information. Et le travail formidable qu'a fait Femmes de Santé, c'est de créer un collectif pour faire une base de données qui permet de dire, dans la data, dans la santé, quelle expertise on peut avoir, des patientes qui peuvent prendre la parole. Et donc dans notre conférence annuelle que j'anime avec Vassinia Zira, donc une femme journaliste qui est également incroyable et qui nous donne beaucoup d'informations tous les jours avec TIC Santé, je lui ai proposé en fait de co-animer et de le faire avec Femmes de Santé. Et donc on part du principe que dans cette conférence, on a en général une 40aine d'intervenants, il y a autant de femmes que d'hommes. Et en fait on fait ce travail juste de recherche, parce que dans tous les sujets, tu peux avoir cette parité. Et avec cette exigence sur l'éditorial, ce qui est important, c'est pas
on te fait intervenir parce que c'est une femme, c'est parce qu'elle a l'expertise et que s'il y a besoin de faire un arbitrage, on le fait avec l'équilibre également éditorial. Et toi, j'ai une anecdote à te raconter. En 2000, donc là, on l'a lancé avec BPI France, donc avec Rosalie Maurice. C'était donc en 2015 ou 2016. Et je vois en fait une personne, une femme que je trouvais super, et je lui dis tiens, je vais l'inviter à intervenir. Et donc il est très touché, elle me dit Jérôme, je remercie. Alors on n'était pas encore très connus à l'époque, mais l'événement commençait à bien marcher. Elle me dit c'est super. Elle me dit écoutez, j'en parle en interne. Alors moi je pensais que c'était pour s'organiser. Ouais. Et elle me dit bon ok, je vous rappelle. Bon. Et le lendemain, j'ai le patron de la boîte qui m'appelle et qui me dit écoutez, merci, j'ai eu l'invitation, donc écoutez, c'est avec grand plaisir que je viendrai témoigner. Alors j'ai écouté, je suis ravi que vous soyez content, mais je lui dis j'ai invité votre collaboratrice parce que voilà, j'aime bien aussi sa prise de parole, ce qu'elle peut avoir. Oui, mais on a vu avec elle et c'est moi qui vais prendre la parole. Aïe, aïe, aïe. Et là je lui dis écoutez, j'entends et je comprends que votre boîte, enfin voilà, qu'elle vous tient à cœur, que vous voulez en parler, mais et je lui explique la démarche, tout ça. Et il me dit oui, j'entends, mais je comprends bien, mais on a pris la décision de. Donc j'ai écouté monsieur, je comprends votre décision, je vais vous donner la mienne. Elle est simple, c'est soit c'est donc cette personne qui doit intervenir, ou il n'y a pas d'intervention de votre entreprise. Ouais. J'ai dit c'était un peu dur, mais je pense que je vous ai fait preuve de pédagogie, expliqué. et je lui dis vous savez, je me bagarre pour ça et que vous aussi en tant qu'homme dirigeant d'une boîte, vous devez faire. Et donc tu sais très bien la fin de la suite, la fin de l'histoire, c'est que c'est bien sûr cette femme qui est venue intervenir. Donc, alors toi, on en parle à chaque fois avec Alice en début de conférence. On le fait à chaque fois et je n'interviens plus, Théo, dans une table ronde où il n'y a que des hommes parce que il faut, tu vois, en fait, pour moi, ça me semblait naturel, ça ne l'est pas. Et c'est vrai que ça fait pas mal maintenant, 2-3 ans, où on en parle de plus en plus et ça devient presque un non-sujet maintenant. Ouais. Et je me dis, si humblement j'ai un peu participé à cela et c'est vrai que je me suis impliqué. Alors, c'est Alice qui m'a appris ça ça fait 3 ans que je suis dans le collectif et j'ai appris il y a une petite année qu'en tant qu'homme, je pouvais aussi être une femme de santé. Et je suis très fier de l'être. Voilà. Très bien. Mais effectivement, c'est important comme tu le dis. Moi, j'essaye sur le podcast. J'en suis à peu près à 130 épisodes, plus ou moins. Je sais, tu es attaché à 140 aussi, maintenant, effectivement, parce qu'il y a les jeunes pousses et j'ai quasiment autant d'hommes que de femmes. Bravo Théo. On essaye chacun de faire le boulot à notre niveau. Tu es une femme de la tech. De la tech, je sais pas. Des médias peut-être. Et je disais donc en 2022 SFP. SFP Expansion. Alors oui, écoute, là c'est aussi une belle histoire, c'est que nous on a eu une période forcément pendant le Covid où l'usage du numérique a explosé, celui forcément de la formation puisque les établissements étaient fermés. Là aussi une équipe incroyable où on a mis à disposition aussi gratuitement, tu vois, nos contenus parce que voilà, on a été aidé par l'écosystème, je l'ai dit, par un acteur important avec la région Nouvelle-Aquitaine. Et donc, c'est important de se dire, on est à la santé, comment on peut y contribuer. On est peut-être en 5e ligne. Ceux qui étaient en première ligne, c'était les problèmes de santé. Enfin, tu vois, donc nous, c'était presque limite presque à déranger en se disant, mais on fait de la formation. On a fait un super projet avec le CHU de Bordeaux, avec Yann Bubien, qui est un directeur général incroyable et qui essaie d'apporter beaucoup d'innovation. Que j'ai reçu sur le pompon il y a quelques épisodes maintenant. Et qui a répondu alors que toi ils étaient vraiment pris, c'était un des premiers CHU, même le premier CHU qui a été à prendre en charge la Covid et donc qui s'est mobilisé pour permettre en fait la création de ce premier simulateur et avec le Dr Arnaud que je remercie aussi qui a vraiment fait un travail incroyable pour réaliser en fait le simulateur en 5 semaines, tu vois. Donc en fait, cette période qui malheureusement est une période que je pense que beaucoup d'entre nous n'auraient pas voulu vivre a permis en fait d'avoir montré en fait l'usage de la simulation numérique. Et donc on a eu un très beau développement en 2021-2022. Et en 2022, en fait, le groupe SFP Expansion, qui est le leader en fait français de la formation et de la formation médicale, en santé, puisqu'il y a médical mais également paramédical, nous contacte en nous disant voilà, on est en train de développer un groupe
d'entrepreneurs de la santé qui, comme vous, ont développé leur entreprise. Et on aimerait que vous nous rejoigniez. Donc, pour être très clair, ils rachètent la société en prenant le contrôle. Mais moi, de mon côté, je garde aussi des parts dans le projet. Parce que, ça, comme tu l'as vu voir, je suis très attaché à cette entreprise. Mais en fait, qu'est-ce qui nous a intéressés dans le projet? C'est de se dire, en fait, à plusieurs, on va pouvoir aller beaucoup plus loin. En développant les synergies, en ayant aussi le soutien du groupe, des actionnaires, des fonds qui sont derrière. Et c'est vrai que pour nous, ça a été un élément important. C'était à l'époque aussi où on a eu pas mal d'approches de groupes étrangers. Et c'est vrai que tu me parlais de mon engagement sur la French Tech, de se dire une entreprise comme le groupe SFP Expansion, donc, qui est dirigé par Jean-Éric Lucas, son président, et qui nous a expliqué avec toute son équipe quel dessin en fait on allait faire, et de se dire ok, demain ce groupe français peut se développer en France, en Europe et à l'international, et qu'on a besoin en fait de chaque dirigeant d'y contribuer. Je me suis dit, tu vois, j'allais bientôt avoir 50 ans, on allait peut-être faire une autre levée de fonds pour se développer, et on s'est dit en fait l'entreprise était viable, rentable, se développait, et de se dire en fait, est-ce que cette étape, tu parlais de la réussite, est-ce que cette étape et ce nouveau challenge, et le groupe le sait bien, c'est de se dire en fait on peut le réussir. Et moi, c'est vraiment mon challenge aujourd'hui, c'est de dire continuer à développer Interaction Healthcare et Sim4Health avec les équipes, et de se dire, grâce à cette dynamique, à la dynamique du groupe, est-ce qu'on peut développer de manière vraiment plus forte. On a des personnes comme Florian Blondeau, qui est le CTO de Sim4Health, mais qui est également le directeur d'innovation du groupe. On a Marie Farès, qui est la nouvelle DGA, qui travaille vraiment sur la synergie et qui nous aide sur le développement. On a Nathalie Dantec, qui est la directrice financière, qui aide Amélie Preveil, avec qui je bosse depuis 15 ans dans la boîte, qui l'aide aussi à continuer à s'améliorer et à améliorer notre expertise au niveau financier. Enfin bref, on grandit ensemble, donc on est cette entraide. Et vraiment, tu vois, c'est le nouveau challenge que j'ai en tête, en se disant, mais on est plusieurs centaines maintenant dans le groupe, et on est en train de faire quelque chose d'incroyable. Et comme je dis aux équipes, ça change tout et ça change rien, parce que tu vois, je suis toujours impliqué pour Interaction Healthcare, pour Sim4Health, pour ce que je fais aussi au niveau de mon action sur la valorisation du secteur de la e-santé, mais aussi maintenant avec le groupe SFP Expansion, qui a un bel avenir, avec une belle équipe d'entrepreneurs. Tous les patrons de boîtes sont hyper impliqués dans le développement. Et c'était pas simple, Théo, parce que sur le papier, tu rejoins un groupe, il y a beaucoup d'histoires en se disant ouais, mais en fait t'es broyé, là en fait on a des entrepreneurs à la tête, donc moi j'ai passé beaucoup de temps avec eux pendant les mois de discussion, en se disant mais ok, qu'est-ce que vous voulez faire, quoi. Et puis il faut construire, il y a des choses qui sont pas simples à mettre en place, c'est normal, mais il y a ce côté toujours entrepreneurial au sein de l'entreprise, donc c'est un beau projet qui m'excite. Très bien. Je disais tout à l'heure, au tout début, ou je ne sais plus à quel moment, que tu faisais aussi beaucoup de veille sur ce secteur-là. Tu es très... même j'ai vu que certains te nommaient influenceur de la santé numérique, parce que tu es très suivi sur LinkedIn. Mais je ne suis pas sur Dubaï. Mais tu n'es pas encore sur Dubaï. Donc, bref, j'allais m'enflammer sur Dubaï. On est bien mieux ici. On est bien mieux ici, exactement. Et donc sur Twitter /X aussi. Pourquoi faire cette veille e-santé? Pourquoi en parler très régulièrement, pour ne pas dire quasiment quotidiennement? Alors, écoute, pour moi, ça fait partie alors, il y a beaucoup, ça va faire presque 12 ans maintenant que je fais ça. Et voilà, j'ai beaucoup d'amis dans le secteur et qui me disent, en fait, ce qui est important, c'est ta régularité. Et tu vois, dans l'entrepreneuriat, je sais, comme je te dis, que je sais que tu es un grand sportif, tu aimes bien ce domaine. Et en fait, l'entrepreneuriat, c'est pour moi souvent comparé avec du sport de haut niveau. Il faut que tu sois tout le temps performant. Il faut que tu sois rigoureux dans ton entraînement, dans ta régularité. Et c'est vrai que les gens qui me connaissent sur LinkedIn et sur X maintenant, moi, je publie entre 7h et 7h30. Donc, moi, je suis un lève-tôt. Je me lève entre 5h30 et 6h tous les matins. Je traite mes mails. Je regarde, en fait, cette actualité. Et en fait, je me dis, pour moi,
parce que c'est important pour connaître mon métier, accompagner mes clients, prévoir les étapes du développement de notre société et du groupe SFP Expansion maintenant, de se dire est-ce que ça peut être intéressant. Tu vois, ce matin, c'était sur le gouvernement qui a retenu 4 projets innovants, dont Deski, qui est une boîte, une start-up incroyable sur Bordeaux, on travaille avec le CHU de Bordeaux, et qui a été retenu parmi les 4 projets sur l'imagerie du futur, donc l'imagerie médicale augmentée. C'est 16 millions d'euros qui ont été mis dans le cadre de France 2030. Je me dis en fait que ça peut peut-être intéresser que 10 personnes. Et en général, toi, j'ai plusieurs dizaines de milliers de gens qui ont lu le post. J'ai plusieurs centaines de commentaires ou de likes qui permettent de dire en fait, c'était utile. Et en fait, tu vois, ce qui m'a motivé à le faire, d'abord, c'est que tu l'as vu, j'aime le partage, j'aime me transmettre. Et en fait, il y a quelques années, je pars avec un client pour faire une intervention. C'était à Strasbourg, en plein mois de février, et 2 degrés. Et donc, le client me dit, on prend le café, tu vois. Puis il me dit, non, on se connaissait bien, il me dit, je voudrais te remercier. Alors, je lui dis, bon, t'emmener à Strasbourg à 2 degrés en plein mois de février, donc, c'était super comme événement où on allait. Et je dis, pourquoi il me dit, non, mais pour tout ce que tu partages au niveau de la veille. Et donc, toi, c'était il y a 10 ans, 10-12 ans, où sur LinkedIn, tu n'avais pas encore le système de like ou le nom. Enfin, tu n'avais pas toute cette visibilité. Donc, en fait, c'est une bouteille un peu à la mer. Mais toi, je ne le faisais pas. Sur les réseaux, en fait, il faut te donner pour recevoir. C'est-à-dire que tu donnes. C'était vraiment une base avec Lucille, que je salue aussi, avec qui j'ai travaillé au tout début d'Interaction Healthcare, qui a aussi beaucoup œuvré sur la partie des réseaux, et qui me disait, voilà, il faut que tu donnes pour recevoir. Et c'est vrai. Il ne faut pas chercher, il ne faut pas que tu calcules en disant oui, je vais faire. Tu le fais. Et des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Et ce client me dit non, mais en fait, tous les matins, je prends le café avec toi. Et ton poste, ok. Et tu vois, ça te fait rire. Et maintenant, j'ai plein de gens qui me disent ah, mais Jean, ah bah oui, on te suit tous les matins. Donc il y a plein de gens, en fait, je pense qu'en fait, ils ne me voient pas. Puis en fait, si, ils me voient. Puis ils me disent on a l'information. Puis ils me disent moi, c'est le premier réflexe que je fais, j'ouvre. Et donc voilà, je pense que ça fait partie de mon rôle aussi en tant que dirigeant, de partager ce qui m'anime, de valoriser le travail de mes collaborateurs dans les projets, ceux de nos clients aussi. Et puis, et ça c'est important Théo, je n'ai jamais fait un post où je n'avais pas envie d'en faire. C'est-à-dire qu'il y a des fois, je vais être 2 ou 3 jours, je sais que ça me manque, je commence à trembler après, mais au bout de 2-3 jours plus sérieusement, tu vois, où je me lève et je me dis, toi, j'ai vu peut-être des infos, mais où j'ai pas la légitimité, où j'ai pas la lecture qui me semble pertinente, ou d'autres vont le faire bien mieux que moi, parce que j'ai pas mal d'amis aussi qui sont dans ce domaine. Mais à chaque fois que je le fais, Théo, c'est que j'estime que ça peut intéresser une ou plusieurs personnes de mon réseau, et que moi, ça me permet aussi de structurer. Et en fait, les gens me disent non, mais ça te prend beaucoup de temps. Et c'est vrai que ça m'en prend de moins en moins, parce que je présume que toi, qui es un expert des médias aussi maintenant, qui doit collecter beaucoup d'informations, tu as une sorte de mécanique. Et donc voilà, donc moi j'ai structuré ma veille. Donc je parle de l'écosystème, je parle d'Interaction Healthcare, je parle de Sim4Health, du groupe bien sûr SFP Expansion, mais aussi des engagements sur femmes de santé, mais des fois en croisant les choses, en disant tiens, telle boîte, ils sont présents, et en fait voilà, moi ça me plaît, et clairement tu peux pas faire ça sur 10-12 ans, si ça te plaît pas, si t'as pas cette motivation à te dire, c'est hyper intéressant de le partager. Et puis ça, je me dis, ça aide mes amis, mon écosystème, les clients, mon équipe, et voilà. Donc je continue à le faire. Et puis le jour où j'aurais plus envie de le faire, j'arrêterai. Mais je te dis, en plus c'est un métier. Tu vois, c'est pour ça que c'est intéressant, parce que le temps de ton podcast, en fait, rentrer en profondeur, au final, tu te rends compte que tu as des choses qui t'animent, et tu dis, en fait, je reste comme un vrai gamin de 12 ou 14 ans, toi qui pourrait encore coder, et te dire, mais attends, c'est génial comme techno, quoi. Tu vois, se dire qu'en fait, tu découvres que l'IA peut, par exemple, dans les maladies rares, réduire l'errance diagnostique. C'est des choses qu'on a faites avec Sim4Health du côté formation.
Mais moi j'ai vu des témoignages de gens, de parents, et tu es là, d'abord tu as beaucoup d'humilité parce que tu te dis tout ce que tu peux des fois avoir comme complexité ou difficulté d'entreprise, mais ça n'a rien à voir avec ce que vivent certaines familles. Donc toi, ça te met un rôle de beaucoup d'humilité, puis de se dire en fait tu le fais humblement, mais ça peut y contribuer, tu vois. Et ça, comme ça me passionne, le matin, tous les jours, j'ai un truc nouveau à découvrir et voilà. Donc, justement, tu parles de l'IA, ou quoi qu'on peut rentrer en profondeur sur le sujet de l'IA et de la santé, mais avec toutes ces informations et tout ce qu'il y a dans ton secteur, j'imagine, et on n'a que 24 heures dans une journée. Et oui. J'ai pas encore trouvé l'application. C'est ça. Peut-être l'IA. Peut-être l'IA. Tu arrives à mettre de côté cette boulimie de l'information. Ouais. Comment tu gères ça, tu vois, parce que je parlais ce midi avec d'autres entrepreneurs justement de veille. Faire de la veille, ça prend du temps. C'est pas l'information qui manque, quel que soit le type d'information positive ou négative. Mais ça me semble compliqué parfois de réussir à respirer par rapport à tout ça. Alors c'est un très bon point que tu évoques et qui forcément m'obsède un peu sur l'optimisation. C'est que je publie entre 7h et 7h30, une à plusieurs fois par semaine, sur les sujets qui me tiennent à cœur, ou je trouve pertinents. Mais c'est vrai que, tu vois, je coupe après. C'est-à-dire que après, je m'occupe de mes clients, de mes équipes, de l'entreprise, tu vois. Et donc, je vais peut-être avoir des retours. Et donc, je lis en fait ta question sur beaucoup de contenu, un peu d'infobésité, comme on l'évoque souvent, qui est lié aussi avec les mails et autres. Et en fait, tu peux être... moi, je pourrais passer ma journée sur LinkedIn à obtenir beaucoup d'informations et qui seraient utiles. Mais à un moment, malheureusement, et c'est ce que j'essaye de partager aussi, c'est un peu la synthèse. Alors, c'est qu'une information, j'en fais qu'une par jour, j'en fais pas d'autres. J'ai pas le temps, et puis je pense que ce serait contre-productif, mais de dire, voilà, de toutes les informations, voilà ce qui peut être donné. Et c'est là où tu te rends compte, en fait, sur la richesse d'informations. Il y a une chose que j'ai apprise ce week-end, je trouve incroyable. Je l'ai pas mis sur LinkedIn parce que c'est pas dans ma ligne éditoriale, mais grâce à l'IA, en 1 an, moi je suis un fan de photographie, vraiment. En 1 an, grâce à l'IA, des gens comme Adobe qui ont lancé là, il y a eu plus de 15 milliards d'images créées avec l'IA, soit plus que toutes les photos depuis 150 ans qu'existe la photographie, en 1 an. Et là tu te dis, waouh, c'est-à-dire que on va, je vais publier le matin. Alors, ce sera pas, je pense que tu n'auras pas le temps. Ce sera mardi dernier. Allez, je vais publier un post. Je fais une keynote. J'ai invité pour une keynote pour notre dîner de la e-santé le professeur Jean-Emmanuel Bibeau, qui a écrit un livre passionnant qui s'appelle 2041, l'Odyssée de la médecine. Comment l'IA va révolutionner donc ce secteur. Et il va faire une keynote de 20 minutes sur en 2041 comment serons-nous soignés grâce à l'intelligence artificielle. Il a écrit ce bouquin, c'est passionnant, c'est extrêmement accessible et tu verras le champ d'intervention que ça peut donner. Et donc, tu vois, moi, j'ai envie de partager ce point-là, mais qui est uniquement dans le domaine de la santé. C'est-à-dire que, toi, là, ce que je viens de t'évoquer sur la photographie, rien que le bouquin de Jean-Emmanuel, je pourrais presque en faire 50 posts dans l'année. Ouais. Et tu te dis, en fait, et les gens me disent, t'en fais un tous les jours, mais comment tu fais ? Et en fait, tous les jours, je me limite, Théo, parce que je pourrais parler de plein de choses. Parce que forcément, dans la santé numérique, tu as de la big data, tu as des essais cliniques. Toi, tu as l'impact de la tech, par exemple, pour réduire le temps de création de médicaments. C'est passionnant. Et donc, tu vois, c'est pour ça que je pense que c'est important aussi. On parle souvent d'être très focus. Moi, c'est mon métier et je ne fais que ça. Il y a plein de gens qui me disent, mais Sim Forest dans la santé, vous pourriez aussi le faire dans le nucléaire ou autre. Oui, et ils ont peut-être raison. Mais en fait, non. Moi, j'ai 50 ans, c'est pas très vieux, mais c'est pas non plus très jeune. Et je me dis, en fait, c'est le secteur que j'adore. Les gens qui travaillent sont formidables. Enfin, tu vois. Et donc, voilà. Donc, j'essaie de répondre à ta question en disant que toi, je me concentre uniquement sur mon secteur et rien que cela, tu as déjà cette presque boulimie d'informations et il faut vraiment bien se concentrer. Donc moi, je travaille beaucoup là depuis pas mal de temps sur ma productivité, tu vois,
de ne pas avoir, toi, de sollicitations. Alors, c'est très compliqué parce que, toi, on parle du télétravail qui te permet en fait d'être chez toi et de travailler. Quand tu es au bureau, tu es en moyenne, et il y a des études qu'on dit, tu es interrompu 140 fois. Parce que toi, tu es venu, tu es dans le bureau. Toi, quand tu es venu, j'avais plein de collaborateurs qui sont passés me voir. Et c'était hyper riche à chaque fois. Ouais. Mais tu es là, toi, tu es en mode, allez, je vais faire ça. Ouais. Puis en fait, non, parce que la vie est... Donc, des fois, tu as besoin de te poser quand même sur des sujets stratégiques. Et je pense qu'il ne faut pas tomber dans cette... hyper, genre, je sais plus, je crois que c'est le nom de syndrome, je l'ai plus. Tu sais, quand tu as peur de louper d'informations. C'est FOMO. Enfin non, c'est pas ça, c'est pas la FOMO, la fear of Oui, c'est missing ça, out, exactement, absolument. Merci Théo. Et donc tu vois, c'est de te dire, en fait, tu peux louper. Oui, mais ça fait partie de la vie, comme il y a plein de choses. Mais dès l'instant, voilà, où tu t'es mis une sorte de rituel, et c'est ce que je fais. Et voilà, et donc j'essaye de limiter, surtout d'être très concentré sur cette productivité, quoi. Ouais. Et est-ce que, pour le coup, ça t'apporte quelque chose en plus, au-delà de faire cette veille? Mais moi, je parle souvent, et ce que je fais avec le Pompon, c'est je crée du contenu gratuit qui, in fine, m'apporte de la visibilité. Et in fine, comme tu dis, on donne pour recevoir. Est-ce que c'est le cas pour toi? Est-ce que, et donc là, c'est un peu un premier conseil qu'on pourrait peut-être donner, tu vois, aux personnes qui nous écoutent, de créer et de faire ça avec passion, comme toi tu le fais, avec passion, comme moi je le fais. Et in fine, ça va apporter quelque chose. On ne sait pas quand, on ne sait pas comment, mais ça va potentiellement apporter quelque chose. Est-ce que c'est le cas pour toi? Oui, alors c'est important ce que tu viens de dire, c'est que là-bas, c'est est-ce que tu as envie de le faire? Tu vois, ça fait toi, 15 ans que je suis dans ce métier, ça fait 12 ans que je publie. Je me dis pas, ah bah tiens, il faut que je le fasse. Ou, oh là, c'est vraiment pénible à faire. Si tu fais ça, ne le fais pas, c'est que c'est pas ton truc et tu vas faire autre chose. Je pense, par rapport à ta question, si tu as quelqu'un qui lance son entreprise, qui est passionné par ce qu'il fait et qui pense que c'est un bon canal de diffusion, et toi tu le fais avec brio, c'est important même toi, ce que tu publies sur les réseaux, ta bonne humeur, tes doutes aussi. Enfin, tu es assez transparent en fait sur ce qui t'anime et ça donne vraiment une proximité en fait avec la personne. Moi, on me dit souvent, le roi du selfie dans les événements e-santé. Toi, je fais beaucoup de photos avec les gens parce que en fait, tu partages un moment. Pour moi, la photo, c'est un cliché qui marque de manière indélébile un moment où tu as vécu et qui est très sympa. C'est pas de l'égocentrisme parce que j'en ai pas besoin, mais surtout c'est que toi ça me fait plaisir de te dire tiens on a passé un bon moment ensemble, il y avait une bonne dynamique qui était présent. Et oui, tu as raison Théo, en fait tu sais pas, tu crées du contenu, c'est tu partages ce qui t'anime. Et donc forcément quand tu vois moi j'ai plein de gens qui me contactent en me disant Jérôme, est-ce que vous pouvez nous aider sur telle chose, ou même des clients qui c'est pas ils en sont redevables, mais ils se disent quitte à choisir entre deux acteurs, voilà, on a quelqu'un qui nous nourrit sur pas mal de sujets, qui peut nous aider. Moi, j'essaie aussi pas mal de taguer les gens pour les aider, tu vois. Je le fais toujours aussi, tu me parlais dans mon engagement au niveau de la Fresne. À chaque fois, j'essaie de le faire de manière bienveillante en disant, ok, j'ai un réseau qui est hyper important. Alors, j'ai plein de sollicitations, je peux pas répondre à tout le monde, mais tu vois, des fois, si je peux donner un petit coup de main sur tel ou tel acteur, je le fais avec grand plaisir. Donc oui, j'encourage. Il faut pas se dire, ok, c'est gratuit. Non, tu le fais parce que c'est important et c'est ta marque de fabrique, ton ADN que tu partages sur réseau, quoi. Ouais. On arrive tranquillement à la fin de cet épisode. Je crois que c'était que l'intro là. On me chauffe pas. Hein. Parce que je peux aller. On a déjà fait 2h15, c'est le record du Pompon. Donc si jamais, on peut y aller. Je remets un petit peu d'eau là. Attention. On est bien en fait. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, est-ce que toi, c'est vrai, quand on t'entend et quand on te voit, on a l'impression que tout va bien, c'est chouette en tout cas, ça en a l'air. Est-ce que comment tu fais dans l'adversité? Comment c'est intéressant aussi, tu vois, parce que et c'est aussi pour ça que moi j'essaye par moment de partager, comme tu l'as dit, avec authenticité mes doutes et les moments difficiles de vulnérabilité. C'est quoi ton regard par rapport à ça? Comment toi tu arrives à rebondir quand il faut? Si tu y arrives. Oui, bien sûr. Là aussi. Tu vois, et on va de nouveau faire le lien avec le sport et pareil avec hier soir. Ouais. Une grosse défaite comme ils ont vécu. Bon, on verra comment ils se relèvent. Mais je t'en ai parlé souvent. Je dis souvent, toi, l'entrepreneuriat, toi, au bout de 25 ans, c'est vraiment la résilience que j'évoque et je pense que beaucoup d'entrepreneurs évoquent ce sujet-là. Et c'est vrai, c'est qu'en fait,
c'est un combat de tout le temps. Et combien de fois ouais, mais Jérôme, t'as bien réussi. Puis maintenant, t'as une boîte structurée, genre, toi, le cigare et je parle le jeudi après-midi sur le golf. Les pieds sur la table. J'aimerais, pas pour le cigare, au moins pour le golf. Toi, que j'ai arrêté parce que voilà, je sur plein de sujets. Puis, voilà. Mais tu vois, je pense que c'est important dans ce côté sportif, tu vois. C'est pour moi il faut garder ce rythme, cette capacité en fait à rebondir. Et je peux te le dire parce que j'en parle à beaucoup de personnes et ça me gêne pas. Mais tu vois, pendant la Covid, on a tous forcément eu quelques comportements à manger un peu plus, à boire un peu plus, tout ça. Et en fait, on avait beaucoup de travail. Et peut-être, tu vois, dans cette mobilisation qui était demandée, en fait, je me suis trop écouté parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup le sucre, tu vois. Et en fait, j'ai pris du poids pendant parce que je mangeais pas bien et j'ai développé un diabète, tu vois, de type 2. Et je suis presque, toi, j'en parle souvent en disant presque que je m'en veux parce qu'en fait, je pense que je n'aurais pas en fait fait ces excès. Je l'aurais pas eu. Et donc ça fait 2 ans, tu vois, où j'ai changé complètement ma façon même aussi de me nourrir. Je bois plus du tout d'alcool. Tu le sais souvent, on en a souvent parlé, je fais beaucoup de réunions en marchant. Ouais. Je marche énormément tous les jours pour contrôler mon diabète. Et tu vois, donc là tu parlais d'adversité qui peut être dans l'entreprise, mais c'est aussi des fois l'entreprise qui peut te happer où tu t'ignores parce qu'on parle beaucoup de la santé des dirigeants aujourd'hui, parce qu'en fait, tu es happé par ce qui t'anime, ce qui te passionne, et en fait, on reste des êtres fragiles, et il faut vraiment faire attention à cela. Et puis, je te l'ai dit tout à l'heure de l'humilité, c'est... tu vois, il y a 1 an, j'ai eu un des intervenants pour notre conférence que j'invite parce que je trouve qu'il est hyper intéressant sur sa proposition de valeur et il me dit qu'il était super heureux et il me rappelle 1 mois plus tard et il me dit Jérôme, bien sûr je comprends ta décision de ne plus m'inviter parce que en fait je viens de planter ma boîte. Je dis ok, bon bah écoute, donc tu veux plus venir alors? Ah, mais non, c'est pas ce que je dis, mais il me dit, je présume que tu vas pas m'inviter. J'ai dit, oui, bien sûr, je t'ai invité parce que tu avais un cabis, que tu étais une boîte. Donc déjà, la sémantique, tu n'as pas planté la boîte. Une boîte, alors forcément, il y a toujours un capitaine, tu parlais du sport d'hier, est-ce que c'est Galtier, est-ce que c'est Dupont, est-ce que c'est l'équipe, est-ce que c'est les supporters, enfin, toi, à un moment donné, c'est un ensemble de faits qui fait que il y a une défaite collective. Et donc, toi, ce côté, peut-être parfois un peu une culture un peu judéo-chrétienne, on veut. Et donc, je dis, c'est important. Et là, tu vois, je lui faisais forcément, je le percutais pour qu'il réagisse en disant, mais voilà, tu en es bien sûr le représentant, mais voilà, tu n'as pas planté la boîte s'est arrêtée pour plein de choses. Et puis, je lui dis, si je t'ai invité, c'est par rapport à ce que t'es, pas le cabis, parce que il a beaucoup apprécié parce que je trouve que c'est important de se dire dans ces moments-là, ça aurait pu être toi sur des décisions différentes et donc que la vie d'entrepreneuriat c'est beaucoup d'humilité et toi vraiment j'ai souvent dit match point. Il faut vraiment, parce que parfois on peut avoir un regard un peu dur, tu sais, sur l'entrepreneuriat, il a planté la boîte, les machins. C'est difficile, hein. C'est un combat de tous les jours, sur parfois des difficultés pour payer à la fin du mois, ou toi, les podcasts qui existent beaucoup pour beaucoup de boîtes qui ont été qu'on peut-être revendu à leur groupe et qui malheureusement 6 mois plus tard ou 1 mois plus tard n'avaient pas. Donc tu rends compte que c'est pas aussi simple, quoi. Donc ceux qui forcément idéalisent le monde de l'entrepreneuriat, c'est aussi comme tu dis, souvent des belles histoires, mais c'est beaucoup d'insomnie, des réveils à 4h du matin parce que tu es en mode de stress. C'est forcément arrivé plein de fois. Donc voilà, donc il faut aussi pas s'ignorer en tant que personne, en tant que corps humain, et puis aussi beaucoup partager parce qu'on est souvent seul en tant que dirigeant. Et de partager ses doutes, de partager... C'est pas simple, hein, mais je crois que c'est important de le faire. Et je crois que tu le fais de manière... Tu es peut-être aussi une génération de dirigeants qui a aussi obtenu beaucoup d'informations sur
cette difficulté aux États-Unis. On sait que voilà, planter des boîtes, c'est aussi beaucoup d'expérience. Donc je pense que tu vois, et c'est vrai que tu as souvent communiqué sur ces moments de réflexion, de doute, et je trouve que c'est bien parce que moi, tu vois, j'ai plutôt une communication qui est super. Il y a 4 boîtes qui bon, ouais. Et c'est vrai que je le fais peu sur moi. Peut-être parce que je suis peut-être d'une génération dite différente, ou au contraire de se dire en fait on a un rôle voilà. Après je vais pas rentrer dans des sujets plus personnels, mais en fait tu te rends compte que toi je crois l'humoriste sur RTL, Philippe Cavalière. Oui, je crois que c'est à peu près ça. Ouais. Je vais écorcher son nom. Ouais. Mais tu vois, je trouve que c'était dans la tribune dimanche là, qui est sortie. Toi, c'est aussi dans les médias, tu vois, des entrepreneurs qui se lancent avec une super équipe, avec Tatiana qui a fait un travail remarquable avec ce journal. Et tu vois, j'écoutais son histoire et il disait qu'en fait, il a perdu sa sœur, et en fait, il est devenu humoriste. Il a fait rire sa mère parce que voilà, elle était triste, tu vois. Et en fait, tu te rends compte que même d'un point de vue personnel, chaque entrepreneur s'est construit par ses moments de vie en fait. Parfois dans la jeunesse, qui fait que tu peux être plus dans le côté peut-être toujours positif, alors qu'en fait au final il y a des choses qui t'inquiètent. Donc voilà, je pense que voilà, on est toujours le fruit de l'enfant qu'on a été, et voilà. Donc je pense qu'il faut aussi bien se connaître, et tu vois, c'est un peu l'avantage d'avoir passé ce cap des 50 ans, c'est de se dire en fait, tu retournes et tu dis ok, qui je suis, je sais ce qui m'anime, je sais ce que j'ai envie de faire, et ce que j'ai aussi réussi. Et notamment, toi, je parlais de ma femme Elsa, réussir aussi sa famille, ça peut paraître un peu des clichés, mais tu te rends compte vraiment qu'en tant qu'entrepreneur, mais comme toute personne, tu as ces piliers en fait, tu as ces piliers de ta famille proche, de tes amis, de ton travail. Et c'est vrai que ça peut paraître, toi, des choses... Tu dis, ok, t'entends ça sur certaines chaînes YouTube et autres, mais au final, tu te dis, en fait, à un moment donné, dans les moments difficiles, toi, ma femme et mes enfants ont toujours été présents, parfois sans le dire, tu vois. Je te parlais que ma maman était couturière, toujours été inquiète pour moi, son fils qui est entrepreneur. Elle a mis 5 ans pour dire oui, il est patron de sa boîte. Tu vois, c'est genre... Et en fait, parce que c'était oui, mais s'il se plante, le regard de l'autre, tu vois. Ouais. Donc tu vois, tu as toujours ce côté. Mais bon, au final, malheureusement, ma mère n'est plus de ce monde, mais ma soeur me disait, quand il y avait des moments de difficulté, je lui disais non, tout va bien, super, là, on est à fond dedans. Et elle le savait que ça allait pas. Et on était, présent à un jeu de dupes. Mais presque c'est de se dire ok, allez, il fait face, et moi je voulais pas l'inquiéter, tu vois. Donc je trouve que c'est important, toi aussi, de se connaître, parce que au final voilà, donc cette résilience que j'évoquais, et il faut la santé des dirigeants, c'est hyper important, je crois qu'on n'en parle pas assez. Et tu as beaucoup de, tu sais, ces fameuses règles des 4D, hein, dépôt de bilan, dépression ou divorce, ça dépend quel est. Et puis ça peut être le D de death, et donc forcément d'aller jusque parfois au suicide. Et c'est vrai que c'est des éléments, voilà, qu'il faut bien connaître, parce que c'est un monde qui est difficile, qui est passionnant. Mais voilà, il faut continuer à communiquer avec les gens qui t'entourent, qui sont des vrais piliers, quoi. Ouais. Avant de te poser. T'as raison, c'est une philosophie en fait, l'entrepreneuriat. T'avais raison. Tu vois. T'avais raison. On y revient. Avant de te poser les deux questions de fin, est-ce qu'il y a un sujet sur lequel tu aimerais qu'on revienne, ou quelque chose qu'on n'a pas abordé? Parce qu'on a abordé quand même pas mal de sujets sur ta vie. Mais est-ce que des sujets, donc les deux dernières questions que tu connais, mais notamment celle des conseils et après la dernière, est-ce qu'il y a des choses, tu dis que ça pourrait être là aussi intéressant de partager, comme toi tu peux le faire au quotidien, mais voilà, je t'ouvre ce micro, même s'il est déjà ouvert depuis un peu plus d'1h30. Ouais, écoute, non, mais c'était passionnant. Non, comme tu dis, on a fait on a dit beaucoup de choses, mais c'est vrai que tu vois, dans ce que tu as évoqué, en fait, ce que je retiens aussi, c'est que on est aussi beaucoup une société du présent, tu trouves? Oui, en fait, tu vois, on est beaucoup dans le court terme pour plein de sujets, et donc en fait, tu continues à avancer,
Et tu vois le travail enfin je dis pas le travail, mais tu vois presque le travail de réflexion que tu as amené avec ce podcast, je trouve que c'est intéressant, c'est de se dire en fait au final, tu reviens en fait sur des éléments qui te sont structurants et qui font la personne que tu as été. Tu vois, donc je vais pas revenir sur un point spécifique, mais au final, tu vois, tu m'as rappelé plein de belles histoires et de me dire ah ouais, on est passé par là, on l'a fait, c'était beaucoup d'efforts et comme disait Mark Twain, on l'a fait parce que peut-être on savait que c'était impossible, mais on l'a quand même fait. On savait pas que ça l'était. Et tu vois, c'est plutôt ça, tu vois, que ce bel échange m'a permis. Et je trouve que voilà, il faut vraiment, bien sûr, toujours aller de l'avant. Mais voilà, on est le fruit aussi de toutes ces expériences et que si on l'a fait, ça faisait partie du parcours qui était présent, quoi. Ouais. Donc avant-dernière question de ce podcast, quel conseil t'aurais à donner à celles et ceux qui nous écoutent, que ce soit des personnes qui entreprennent, et pour moi l'entrepreneuriat, tu le sais, mais je le répète au cas où, j'appelle les personnes que je reçois sur ce podcast des entreprenantes et des entreprenants, parce que courir un marathon, c'est entreprendre pour moi aussi. Qu'est-ce que tu aimerais leur partager, même si tu as déjà parsemé quelques conseils au fur et à mesure de l'échange, mais... Oui, c'est vrai qu'on a partagé beaucoup de, non pas de conseils parce que je suis pas sûr mais plutôt par l'exemple. Par l'expérience qu'on peut donner. Et en fait, je pense que ce qui est important, tu vois, le conseil que je pourrais donner, c'est, je l'ai dit à plusieurs reprises, de s'écouter et que si à un moment donné, l'entrepreneuriat a aussi différentes facettes. Moi, je me suis beaucoup impliqué dans le centre des jeunes dirigeants donc pendant 10 ans, qui te forme beaucoup, qui m'a aidé aussi à devenir le dirigeant que je suis. Et toi, je rencontrais des gens qui étaient cadres dirigeants et qui voulaient créer leur boîte et ça n'a pas pu se faire, mais qui en fait ont fait presque du co-entrepreneuriat dans leur boîte pour faire des projets qui leur tenaient à cœur. D'autres au contraire se sont dit ok, allez, je me lance parce que j'ai envie, j'ai pas envie de me retourner à 70 ans en me disant merde, j'aurais dû le faire et je l'ai pas fait. Et donc il y a ce regret ou ce remords qui peut être présent. Donc je pense que voilà, le conseil que je donne, c'est vraiment d'une part de s'écouter sur cette envie d'entreprendre, si elle est présente. Et le deuxième, par contre, se dire, ok, là, je suis parti sur une période qui peut être longue, avec, tu vois, je fais souvent une comparaison en disant, l'entrepreneuriat, c'était à l'époque de la préhistoire, et quand tu sors, tu peux te faire bouffer par un dinosaure tous les jours, un petit, un gros, et qu'en fait, t'es pas en mode, ah mince, je vais me faire bouffer, et donc toi, d'être en une situation anxiogène, mais de se dire, ok, je dois être fit, je dois pouvoir courir vite, je dois peut-être prendre... Parce que, toi, alors ça peut paraître bête, mais en fait, c'est de se dire, dans une sorte de tension un peu permanente. Ouais. Parce que le monde évolue, parce qu'on parle de l'entreprise, c'est un monde concurrentiel. Il y a d'autres entrepreneurs qui sont plus brillants que toi, qui vont apporter de nouvelles idées. Toi. Et donc, toi, ce que je disais, toi, au bout à 50 ans, je ne veux pas louper ce point-là, c'est de se dire, en fait, il y a de l'énergie et autres. Et ça, faut l'avoir tout le temps. Ça, tu ne peux pas être en mode à se reposer. Et non pas que, bien sûr, tu peux te reposer sur ton équipe, tout ça, mais voilà, l'évolution de l'entrepreneuriat, elle est permanente. Et ça, faut en avoir conscience. Et quand tu l'as intégré, c'est comme le sport, quoi. Ouais. Puis à un moment, tu te dis, ok, je suis plus sur les pistes, peut-être faire d'autres choses, de faire du coach, de l'accompagnement. Et moi, c'est ce que j'essaie aussi, d'aider avec d'autres boîtes. Voilà. Super. Et enfin, qu'est-ce qui t'anime au quotidien ? Qu'est-ce qui m'anime au quotidien ? Bon, tu l'as vu, hein, mon métier, ma passion pour ce domaine, parce qu'en fait, il y a une part, tu vois, je suis un fan d'astronomie. Moi, l'espace me passionne dans ce côté infini, tu vois. Ouais. Se dire, en fait, on parle de toi, avec ma fille Eva, on a souvent regardé sur des livres, et quand tu penses déjà à la Terre, qui est immense, qui est dans cette galaxie de Voie lactée, et puis en fait, il y a des milliards et tu te dis, mais en fait, on est vraiment une poussière, et je me dis pas que l'entrepreneuriat, c'est pareil, mais c'est qu'en fait, tu te lèves le matin, et tu te dis, en fait, tu peux changer le cours de ta vie, peut-être celle de ta famille, des gens qui t'accompagnent dans l'entreprise, et ça, Théo, c'est un moteur, mais qui est incroyable parce que tu essayes en fait d'agréger en fait tout ce que tu reçois comme information et te dire, et si on faisait ça, et si on pouvait le lancer et on pouvait le changer, quoi. Et ça, toi, tout au long d'Interaction Healthcare et Sim4Health, on l'a encore, tu vois. Je te disais, dernièrement, on a lancé une plateforme qui s'appelle RareSim sur
pour former les problèmes de santé, pour réduire les errances diagnostiques dans les maladies rares, c'est souvent 5 ans, 7 ans où des patients errent de services médicaux en services médicaux et on n'arrive pas à mettre une maladie dessus, quoi. Nous, on a développé ce simulateur qui est sur la culture du doute. C'est et si c'était une maladie rare, quoi. Eh ben, je vais te dire, Théo, quand je me lève le matin, au-delà de la belle histoire que je t'ai racontée avec mon fils, te dire peut-être que je vais sauver, non pas comme le font les problèmes de santé, mais accompagner, aider 1 ou 10 patients. Enfin, on parle du sens de la vie, tu as la réponse, quoi. Ouais. J'ai une dernière question qui m'est venue parce que, comme tu le sais, je réagis à ce que dit la personne. Est-ce qu'il y a une phrase ou toi, quelque chose qu'on t'a dit, quelqu'un, au final, on n'a pas mentionné le terme. Ah, si, on l'a peut-être mentionné des rencontres, si on a mentionné la rencontre quand même. Quelque chose qu'on t'a dit, que tu as toujours gardé en tête et quelque chose auquel tu te raccroches de temps en temps. Bah, je te l'ai dit, hein, un peu les valeurs des parents, de mes parents qui me disaient voilà, si tu veux quelque chose, fais tout pour l'avoir, quoi, tu vois. Et ça, je te dis, c'est sorti de son contexte, ça peut être assez basique, quoi. Mais en fait, ça m'a guidé parce que c'est de se dire et toi, quand je te parlais de résilience, il y a eu des fois des étapes dans ma vie entreprise où on te dit arrête sur ça. Et attention, je ne parle pas d'être obstiné, mais cette phrase, se dire tu le veux, travaille dessus, et tu te dis j'entends ce que tu me dis ou vous me dites, mais je sais qu'on peut le faire. Et Théo, tu vois, bah, c'est aussi l'avantage de l'âge. Ça m'est arrivé plusieurs fois où tu es là chez toi, tu te dis mais bien sûr ils ont raison, on va arrêter ce projet-là. Ouais. Et puis tu te dis mais toi, c'est quoi ta conviction? Et tu dis vas-y, remets les gaz et tu vas y arriver. Et voilà, c'est arrivé. Donc, et parfois, j'aurais peut-être dû, toi aussi, arrêter parce que ça aurait peut-être été une autre histoire et autre. Mais ça, voilà. Donc, toi, mes parents qui me manquent beaucoup, toi, c'est vraiment une phrase qui me tient à cœur. Et puis, je pense que c'est important, voilà, d'être une ossature dans sa vie, quoi. Merci, Jérôme. Merci à toi, Théo. Ton temps. C'était un beau moment. C'était un très beau moment. Merci pour ton partage. Et puis à très bientôt. Et au prochain match. Au prochain match. On va le gagner celui-là. On va le gagner. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Ravi d'avoir reçu Jérôme sur le pompon et d'avoir pu échanger sur ce beau parcours. La passion, c'est ce que je retiens de cet échange. Pour rester aussi investi et avoir les yeux qui pétillent quand il parle de son secteur, c'est bien que cette flamme de la passion est toujours présente et qu'il l'entretient. Si cet épisode vous a plu, eh bien je vous invite à le partager autour de vous. Le pompon se fait connaître aussi et surtout grâce à vous, alors que ce soit en commentant sur LinkedIn, en partageant une story sur Instagram ou en parlant dans la journée. Cela aide grandement le pompon à inspirer un maximum de monde. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast et surtout, d'ici là, prenez soin de vous, faites preuve de résilience si besoin et je vous dis à très bientôt. Ciao.